Bien, je vais vous présenter un petit peu donc, cette réunion. Je fais absolument que je pars dans 2 heures. On va commencer la réunion. Je vais vous présenter. Je vais essayer d'être rapide, donc ça va durer à peu près 4 heures. Je vais essayer d'être rapide pour vous présenter un peu le programme que nous présentons au niveau national pour les régions. Et puis éventuellement, je serai là pour répondre à vos questions. Et puis ensuite, malheureusement, j'ai un train à prendre pour Paris. Donc ensuite, il y aura d'une part Alain Fedel, notre tête de liste régionale, et puis les têtes de liste départementales qui pourront répondre également à vos questions. Donc pourquoi voter UPR ? C'est quelque chose auquel vous allez être confronté, cette question qui va vous être posée. Finalement, qu'est-ce que vous apportez au débat ? J'étais d'ailleurs là. Je vous prie de m'excuser de mon absence, mais j'étais avec le journaliste du Progrès de Lyon, qui à l'évidence ne connaissait pas du tout l'UPR et qui était à l'évidence également tout à fait intéressé par ce que je lui disais sur notre mouvement. Alors, les questions de bon sens que les électeurs doivent se poser. La question de bon sens que les électeurs doivent se poser, c'est que s'ils votent PS aux élections régionales, est-ce qu'ils vont avoir un résultat différent de ce qu'ils obtiennent lorsqu'ils ont voté PS au cours des 20 ou 30 années précédentes ? C'est tout bête, hein, mais c'est quand même une question qu'il faut se poser. On peut également se poser la même question. Est-ce que si vous votez UMP, même rebaptisé les Républicains, est-ce que vous aurez des résultats sensiblement différents de ce que vous avez obtenu lorsque vous avez voté UMP au cours des années précédentes? Évidemment pas. Vous aurez toujours le même sketch avec les mêmes haines cuites et recuites entre tous ces gens qui vont faire toujours la même politique, qui est une politique, comme vous le savez, d'avachissement, d'asservissement national à une oligarchie euro-atlantiste. Les choses ne changeront pas. Est-ce que si vous votez Front National, vous allez avoir quelque chose de différent de ce que vous avez obtenu lors des élections précédentes? Évidemment pas. Vous aurez encore une fois le même sketch, la bête immonde, les chambres à gaz. On aura certainement tel ou tel adhérent ou tel militant ou tel candidat du FN qui mettra sur sa page Facebook, qui comparera je ne sais pas quel ministre du gouvernement à un singe, etc. Et on aura encore ce genre de crises habituelles qui émaillent la société française. Et pendant qu'on parle de ces faux sujets, eh bien la France est en train d'être détruite. Et puis, je m'adresse ici notamment aux gens qui ne veulent plus voter, qui en ont assez, qui s'abstiennent. Je leur ferai remarquer que s'ils s'abstiennent, eh bien, il ne se passera rien non plus. Et nous aurons toujours les mêmes gens qui seront élus au gouvernement. Parfois, les abstentionnistes qui disent élection piège à con, je dis oui, abstention piège à con. C'est exactement la même chose. Voilà. Abstention, c'est très bien de s'abstenir s'il n'y a pas une offre politique nouvelle, crédible et réellement différente des autres. Mais dans la mesure où il y a cette fois-ci une offre crédible, différente, réellement très différente des autres, qui est la nôtre, eh bien, il y a vraiment de quoi se mobiliser pour voter pour notre mouvement. Je rappelle cette phrase qui avait été attribuée, c'est une citation qui est attribuée à une activiste américaine qui est toujours vivante. Certains l'attribuent parfois à Einstein, mais à tort, c'était à Rita Mae Brown, qui est une activiste américaine, une féministe, qui avait fait cette phrase sur laquelle je vous invite à réfléchir, qui disait « La folie consiste à faire encore et encore la même chose et à en attendre des résultats différents. » Donc, si vous allez encore et encore faire la même chose, c'est-à-dire que vous allez chacun voter UMP, PS, LR, abstenir, Front National, Front de gauche, etc., vous aurez exactement les mêmes résultats qui font que les Français ne se désintéressent de la politique. Voilà. Donc, les enseignements, c'est que, et là, c'est quelque chose qu'il faut renvoyer aux électeurs. Il y en a assez aussi des gens qui se plaignent constamment et puis qui ne font rien pour changer la situation. Les électeurs se plaignent de leurs dirigeants politiques et de leurs mensonges permanents. Ils ont raison. Nous avons affaire à une classe politique actuelle qui est à la fois une classe de menteurs, de lâches, de fainéants et de tricheurs. Menteurs parce qu'ils mentent toute la journée. Alors, je ne vais pas rappeler ici Hollande avec mon adversaire, c'est la finance. Menteurs, des fainéants parce qu'en fait, ils ne veulent pas
s'intéresser au fond du sujet, notamment, par exemple, parce qu'on a beaucoup de nos adhérents, de nos militants qui participent à des réunions publiques et qui lèvent la main en disant « Mais monsieur, les délocalisations, c'est absolument impossible de lutter contre à cause de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ». Ça, c'est la gloire de l'UPR de vous avoir donné tous ces éléments d'appréciation. Vous avez des présidents de conseils généraux, de régionaux, des ministres, ils prennent la poudre d'escampette. Ils sont incapables de vous dire, de vous expliquer ce que sont les traités européens. C'est d'une fainéantise effrayante. Pas un seul de nos prétendues excellences ne sait quel est le fonctionnement réel de l'euro. Il n'y a que nous qui vous l'expliquons. Ça n'est pas une monnaie unique. Ça n'est pas non plus une monnaie commune. C'est une collection, une juxtaposition de monnaies homonymes qui ont toutes adossé à une banque centrale nationale différente. C'est quand même grave quand vous avez... On parle que l'homme de la rue ne soit pas au courant, c'est bien normal. Mais quand vous avez des gens qui se présentent au suffrage des Français, qui par ailleurs prennent la pose de l'expert, etc., et qui ne connaissent rien à ce dont ils parlent, c'est quand même extrêmement grave. Ça va affaire à des fainéants. Au passage, je signale que le fameux Macron, là, paraît-il que c'est la star. C'est un type qui est promu par l'oligarchie. Monsieur Macron, enfin, son beau résultat pour l'instant, c'est d'avoir de privatiser la gestion de l'aéroport de Toulouse à des escrocs partis sans laisser d'adresse, quand même. Il faut quand même le faire. Hein, la République française a vendu ça à un investisseur chinois qui a disparu dans la nature. Alors, les électeurs français se plaignent de leurs dirigeants et de leurs mensonges permanents, mais ils sont les premiers responsables de cette situation s'ils s'abstiennent ou s'ils votent encore et encore pour ceux qui les trompent. On a vraiment affaire à un grave problème. Hein. Le grave problème, c'est que les Français... Alors en général, si vous êtes là, c'est que vous êtes adhérents, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de sympathisants, des curieux. Ils sont les bienvenus, parce que si on parle toujours à des convaincus, on n'arrivera jamais. Bon. Donc, bien entendu, notre message se propage. D'ailleurs, vous voyez qu'on fait des salles de plus en plus combles. Heureusement. Mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres, parce que malheureusement, beaucoup de Françaises et de Français, en fait, eh bien, au dernier moment, vont voter par fainéantise, ou par caractère pavlovien ou moutonnier, vont dire « Ah ben non, allez, je vais quand même voter pour l'UMP, etc. » Mais c'est ça qu'il faut se sortir de la tête. Il faut absolument se sortir ça de la tête. Il faut comprendre quelque chose de très très grave, c'est que les médias nous font la guerre. La source d'information des Français, ce sont les grands médias. Les grands médias sont détenus, vous avez vu, ça circule sur Internet. Il y a Philippe de Villiers qui a fait récemment qui vient de sortir un ouvrage où il montre comment on achète les sondages, hein, les self-fulfilling prophecies. Alors là, il y a un dernier sondage qui donne 31% à Mme Le Pen. Et pourquoi 72% à Mme Le Pen, bien entendu, qui passe en permanence en boucle sur BFM, qui est reçue en grande pompe à New York. Vous pensez que c'est une adversaire et une opposante au système, Mme Le Pen ? Est-ce que vous croyez que Charles de Gaulle passait en boucle sur Radio Paris en 1941 et 1942 ? Donc il faut bien comprendre que les médias ont partie liée avec l'oligarchie qui a mis la France sous tutelle et qui s'apprête à détruire notre pays. C'est de ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc les télévisions, les radios sont des poisons. Ils sont là pour vous forcer à voter pour des partis que par ailleurs vous détestez. C'est comme les publicités pour aller, je sais pas, dans un fast-food. Voilà. Pourquoi les gens vont dans des fast-food ? Parce qu'il y a la publicité permanente qui est là. Puis c'est facile, et puis on se pose pas de questions, mais tout le monde sait bien que c'est quand même pas super bon et que par ailleurs c'est très mauvais de tous les points de vue, du point de vue diététique, du point de vue alimentaire. Mais on le fait pourquoi ? Par faiblesse, par insouciance, par facilité. Voilà. C'est ça contre quoi il faut que les Français luttent. Arrêtez de voter par insouciance, par facilité. Arrêtez de voter pour des partis qui sont des menteurs et des tricheurs. Pourquoi des tricheurs ? Parce qu'ils refusent le moindre débat avec moi. Le magazine L'Express, depuis maintenant plusieurs semaines, a publié les têtes de liste dans les différentes régions, refuse de mentionner l'UPR. On l'a 10 fois, on les a appelés, ils refusent de le mentionner. Et pourquoi ça ? Parce qu'ils ne veulent pas que des Français découvrent à cette occasion, tiens, c'est quoi ce truc-là qui se présente UPR ? On a affaire à des tricheurs. On a affaire à des gens qui refusent le moindre débat. Un Robert Ménard, du temps où il était encore journaliste à Sud Radio, je l'ai souvent raconté, j'ai eu un déjeuner avec lui un jour, c'était en 2012, et il m'a dit, est-ce que vous savez pourquoi les gens ne veulent pas débattre avec vous ? Pourquoi les journalistes ne parlent pas de vous ? Et Robert Ménard a répondu, je dis non, et il m'a dit, parce qu'ils ne savent pas quoi vous répondre.
C'est ça la réalité. Nous avons une classe politique qui a verrouillé la société française et qui interdit aux Français de connaître l'UPR. Ils veulent nous cacher. Ils veulent cacher l'existence de notre mouvement politique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Les grands médias veulent cacher l'existence de l'UPR, alors que les Français, tous les sondages le montrent, les Français en ont ras-le-bol de tous les partis politiques qu'on leur présente en boucle sur tous les médias. Hein. Ça atteint d'ailleurs des taux d'abstention très importants, vous le savez, dans les élections. Mais il y a un sondage il n'y a pas très longtemps qui disait qu'il y avait, je crois, 80% des Français qui ne voulaient plus entendre parler ni du FN, ni de l'UMP, ni du PS. Non, ils ne veulent plus entendre parler. Ils veulent des têtes nouvelles, ils veulent un discours nouveau, ils veulent des analyses nouvelles. En fait, et je pèse mes mots, ce que les Français ils attendent, c'est nous. Et c'est la raison pour laquelle, à la grande stupéfaction, des observateurs de la scène politique, notre mouvement qui n'aurait jamais dû décoller, puisque nous n'avons accès à rien. Moi, j'ai vu des gens qui riaient d'un rire gras en disant « Mais pour mon pauvre ami, vous n'arriverez à rien !» Sûrs d'eux-mêmes, puisqu'ils savaient que nous n'aurions pas accès aux grands médias. Et bien maintenant, ils commencent à avoir des sueurs froides en se disant « Mais jusqu'où ce truc va aller ?» Puisqu'on est passé, je le rappelle, par exemple, dans l'élection, dans l'Aveyron aux européennes, l'année dernière, on avait fait 0,18% des suffrages dans la 3e circonscription de l'Aveyron. Le 25 mai 2014, on est passé à 1,86% des suffrages. On a multiplié par 8,5 le nombre de nos voix. Et par 10 en pourcentage des votants. Le pourcentage. Alors 1,86, c'est pas, je ne vais pas dire que c'est extraordinaire, mais 1,86, c'est plus 0,18. Et surtout, c'est une pente extrêmement ascendante. Hein, je le rappelle toujours. D'ailleurs, au même moment, dans cette 3e circonscription d'Aveyron, l'année dernière, nous avions fait 1% des voix du Front National. Le Front National a baissé. Hein. Nous avions fait 1% des voix du Front National. Cette année, nous avons fait 12% des voix du FN. On avait fait 6% des voix de DLR. On a fait 56% des voix de DLR. On avait fait 4% des voix du Front de gauche. On a fait 25% des voix du Front de gauche. On avait fait 10% des voix de ELV. On a fait 92% des voix de ELV. Normalement, nous serions dans une démocratie à minimum. Un parti qui a dépassé les 8800 adhérents, qui a 2 fois plus d'adhérents que ELV, par exemple, qui est en pleine dégringolade, ou l'UDI qui est en faillite, ou le NPA qui est en mort clinique, ou nous citoyens et Nouvelle Donne qui ont été lancés comme une savonnette par des milliardaires, enfin milliardaires Denis Père pour nous citoyens, Nouvelle Donne c'était un faux-né du PS. Rappelez-vous comment ils ont été ultra médiatisés fin 2013, début 2014, il n'y a plus rien. Ce sont des coquilles vides, il n'y a rien derrière. Donc normalement, nous serions en démocratie, un mouvement politique comme le nôtre aurait déjà dû être reçu longuement et par tous les grands médias. Et par exemple, notamment, il serait question de nous dans tous les journaux. Le Figaro et le Parisien, au cours des 2 derniers jours, ont consacré l'un et l'autre une page entière à 2 jumeaux monozygotes de 21 ans qui viennent de créer un parti politique pour redresser la France. Bon. Nous, on n'a jamais eu le moindre article depuis 8 ans et demi, ni dans le Figaro, ni dans le Parisien, ni d'ailleurs dans Le Monde, ni d'ailleurs dans Les Échos, ni dans l'Express, ni dans Le Point, ni dans le Nouvel Observateur, ni dans Paris Match, non, rien. Il y a un petit problème quand même dans la société française. Donc plutôt que de se plaindre, plutôt que de s'abstenir ou de voter pour les mêmes, les électeurs doivent se mobiliser pour un parti entièrement nouveau, l'UPR, qui a quand même une particularité, c'est que l'UPR ne s'est, depuis sa création, ne s'est jamais trompé et ce qui est vrai. Je mets au défi quiconque de me montrer une analyse que nous aurions faite, et grâce maintenant, on a Internet, hein, et tout reste sur Internet. Présentez-moi un entretien d'actualité, un débat depuis 8 ans, où j'ai quand même été invité dans des petites radios, je dis petites pas par mépris, mais parce qu'elles ont une petite audience, les radios gentilles qui font leur métier, qui ont le courage de faire leur métier de démocrate, parmi lesquels je me plais d'ailleurs à souligner que ce sont essentiellement des radios communautaires. C'est quand même dément ça aussi. Hein, j'ai été interviewé avant-hier sur Berbère TV. Je suis interviewé demain sur Beurre FM. Après-demain, je suis sur Radio France Maghreb. Et après ça, c'est Radio Orient, puis Radio Soleil.
Et j'aurai également Radio Tropique FM et Radio Africa numéro 1, avec Radio Notre-Dame. C'est ça les médias qui me donnent la parole. C'est l'équivalent de la BBC de 1940. C'est quand même complètement dément que nous ne soyons pas invités, que je n'ai pas... Ou alors, parce que le CSA va intervenir, ça s'était passé comme ça pour les européennes. Il m'avait fait le coup, vous allez être enregistré dans les conditions du direct. Maintenant, j'ai compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous n'allez pas être diffusé dans les conditions du direct. Ça veut dire qu'on va vous charcuter. C'était l'affaire de Ruquier sur France 2. J'étais allé à la demande du CSA 3 jours avant les élections européennes. J'ai été interviewé dans les studios de RTL pendant 14 minutes 50 secondes. Ils m'ont dit on va faire des coupes un petit peu, c'est un peu trop long. Bon, très bien, un peu trop long. Bon, moi j'étais encore un peu naïf. Je me suis dit bon, ça 14 minutes, ils vont peut-être réduire ça. Si c'est des salauds, ils vont me mettre 8 minutes, ils vont retirer 6 minutes, ils vont retirer. Ça s'est terminé, j'ai eu 45 secondes. Voilà. J'ai dit voilà, je suis François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine. Ben, c'est déjà la moitié du temps est passé. Et après, on dit au CSA, on a fait le... Non, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, nous ne nous sommes jamais trompés, mais allez le voir. Moi, j'offre une caisse de 6 bouteilles de champagne si quelqu'un me montre une analyse où on a été gravement défaillant. La dernière en date étant, par exemple, quand j'ai annoncé par un communiqué de presse le 26 janvier dernier que maintenant que les Grecs avaient Syriza au pouvoir, ils allaient pouvoir voir à quel point ils s'étaient fait avoir. Et on a eu, même en interne, il y a eu des gens, quelques personnes à l'UPR qui ont protesté, qui ont dit quand même, vous exagérez, il veut changer les choses. J'ai un adhérent, ça j'ai gardé sous le coude, un adhérent qui m'a envoyé un message, très gentil, il a mis son nom, son numéro d'adhérent. Il m'a dit, vous vous trompez, je prends avec vous le pari une caisse de 6 bouteilles de champagne, que Tsipras est un type tellement intelligent, vous allez voir, il manie ça comme un chef, il aura fait éclater l'Union européenne avant les régionales. J'ai le truc sous le coude. Nous ne nous sommes pas trompés, nous ne vous avons également jamais trompés. Parce que nous sommes un parti qui avons une charte fondatrice à laquelle on se ligote. Et moi, je suis l'adhérent numéro 1, mais je respecte le numéro 1, la charte. Nous avons eu de temps en temps des tentatives d'entrisme de quelques personnes, ou bien simplement des gens qui ont un petit peu dérapé, qui veulent nous entraîner là où nous n'irons pas, parce que nous nous le sommes interdits depuis le départ par la charte fondatrice. Voilà. Donc ceux qui veulent entrer, qui sont venus à l'UPR et qui me disent il faut absolument taper sur les immigrés, ben non. Voilà. Parce que nous l'avons mis dans la charte fondatrice, ça n'est pas le sujet du jour. Il y a à l'UPR des gens qui sont contre l'immigration, d'autres qui sont pour. Nous disons que de toute façon c'est un sujet qui divise inutilement les Français, puisque toutes les grandes décisions en matière migratoire sont prises par l'article 67, 77, 78 et 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc tant que nous sommes sous l'emprise de ces traités, de toute façon, la politique migratoire nous échappe. Ensuite, une fois qu'on sera sorti, on redonnera la parole aux Français, parce que nous, on ne veut pas avoir un programme clé en main. Sinon, on veut rendre la démocratie aux Français, ça serait contradictoire de dire on va rendre la démocratie aux Français, puis d'avoir un programme clé en main. Donc on demandera aux Français ce qu'ils veulent en matière migratoire. C'est pareil, il y a des gens qui disent qu'il faudrait prendre parti contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou contre le nucléaire, etc. Mais non. Il y a des gens qui sont pour le nucléaire, d'autres qui sont contre. Hein, pareil pour le mariage gay. Il y a des gens qui disent oui, il faut absolument... Voilà. Il y a des gens chez nous, il y a beaucoup de gens qui sont contre le mariage pour tous. Il y a aussi des gens qui sont pour. Notre sujet, il n'est pas là. Et ça, c'est vraiment très important à comprendre. Hein. C'est que nous avons une lecture totalement différente de la situation politique de ce que font tous les autres partis. Si l'UPR a été créé, c'est parce que nous avons tous collectivement compris que la situation est d'une exceptionnelle gravité, parce que c'est rien moins que la France qui est en train d'être détruite. On est en train de détruire tous les acquis sociaux que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient obtenus depuis le XIXe siècle. On est en train de nous piller notre patrimoine national. Tous les jours que Dieu fait, on apprend un nouveau coup de canif là-dedans. Ça vous a peut-être échappé, vous avez qu'à une aile du château de Versailles qui va être maintenant cédée pour 30 ans en gestion à une entreprise qui va faire transformer ça en hôtel de luxe. Alors ça va être des Américains, un groupe asiatique, je ne sais pas. Hein, on apprend d'ailleurs, par exemple pour les élections régionales, on va y venir dans un instant, que les TER devraient être privatisés en 2019. Ben nous on dit non.
Parce que notre programme, autant nous avons mis de côté un certain nombre de sujets clivants qui ne nous paraissent pas importants, autant nous avons un vrai programme qui est inspiré de celui du Conseil national de la résistance de 1944, remis au goût du jour. Pourquoi ce programme ? Parce que c'est celui qui a bâti le socle du consensus social des 30 Glorieuses et qu'en réalité, la très grande majorité des Français approuvent. Je n'ai jamais vu, moi, depuis que je traverse la France, j'ai jamais vu quelqu'un qui soit venu me voir en me disant « Monsieur, il faut absolument privatiser la Poste ». Ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu non plus des gens qui disent « Il faut une justice, il faut une médecine pour les riches et puis les pauvres, et donc aller se faire voir ». Ça n'existe pas. Peut-être qu'il y a quelques personnes très riches qui le pensent. Mais les Français, c'est un vieux peuple, c'est un peuple héritier des grands idéaux de la chrétienté médiévale, hérité de Louis IX. Pour les Français, je l'ai dit et redit, ça remonte pas, le programme du Conseil national de résistance, il remonte bien avant 1944, il remonte à 1244, avec les établissements de commun profit de Louis IX. Pour les Français, que les Français soient de droite, du centre ou de gauche, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont intangibles. En gros, les Français ne supportent pas les inégalités au grand moment de la vie d'un être humain, c'est-à-dire ces grands moments de notre vie que sont la naissance, l'éducation, la maladie et la mort. En gros, 95% des Français sont d'accord pour que ça échappe à des disparités sociales. Voilà. Qu'on soit pauvre ou riche, on a droit à être soigné de la même façon. C'est quand même la noblesse de la civilisation française, de l'égalitarisme à la française. Quand vous voyez le modèle américain, où vous avez 50 millions de personnes qui ne sont pas soignées, qui sont en dehors de... etc. Ce fameux modèle américain, je signale aussi au passage que l'on nous impose contre la volonté du peuple français. J'ai eu l'occasion de l'écrire. Vous savez qu'il y a eu encore des tueries là, dans les universités. J'ai fait un petit article il y a quelques jours. Entre le 1er janvier et le 1er septembre 2015, il y a eu aux États-Unis d'Amérique 264 tueries de masse, à peu près un par jour. Ce qu'on appelle tuerie de masse, c'est lorsqu'un quelqu'un a tiré sur au minimum 4 personnes. Si c'est moins de 4 personnes, ça va. C'est un pays avec des inégalités phénoménales. C'est un pays où, comment dirais-je, c'est la destinée manifeste. On trouve normal si quelqu'un est pauvre, c'est de sa faute. Enfin, c'est pas du tout la même civilisation que la nôtre. Alors nous ne vous avons jamais trompé. Les gens, l'EPR fait ce qu'elle dit et dit ce qu'elle fait. Il y a des gens parfois qui nous disent « Ah, vous parlez pas du sionisme ». Non, nous ne parlons pas du sionisme. Ah. Nous n'avons pas dans notre programme la destruction de l'État d'Israël. Mais en revanche, nous avons dans notre programme le respect du droit international, de telle sorte que, je le rappelle, au moment de la guerre de Gaza, nous avons été le seul mouvement politique à dire qu'il était totalement inadmissible que... Alors, Israël est un État du droit international reconnu par une écrasante majorité des États du monde, à commencer par la France. Donc l'État d'Israël est un État qui existe et nous respectons l'existence. En revanche, il est totalement inadmissible que cet État ne respecte pas un nombre phénoménal de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, à commencer par la 242, à suivre par la 338 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc nous avons demandé, on a mis en exergue à l'époque de la guerre de Gaza, le deux poids deux mesures absolument invraisemblable entre la France qui prend des mesures de rétorsion contre la Russie, alors que la Russie a fait quand même un référendum sur la Crimée, conformément au droit international, que l'Occident a approuvé l'indépendance du Kosovo alors qu'il n'y a pas eu de référendum, et que l'Occident n'a pas dit un mot sur l'affaire de la guerre de Gaza. Et pourquoi n'a-t-on pas pris des sanctions à l'égard d'Israël à cette occasion ? Donc nous ne sommes pas muets sur ces questions, mais nous avons une ligne de conduite. Nous respectons en toute chose le droit international et le droit intérieur. Le droit international, ce qui nous impose d'ailleurs de respecter le droit pour sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. Voilà. Et la question donc que vous devez poser autour de vous, mais partez. Nous sommes les chrétiens des catacombes. On ne sait pas qui va être bouffé par les lions. On sait qui est Néron. Nous sommes les premiers chrétiens des catacombes. Enfin, on a même commencé à développer. Parlez autour de vous. Faites-nous connaître. Profitez de ce moment très important qu'est une élection où on va quand même, mine de rien, ils ne peuvent pas totalement taire notre existence, faut pas exagérer. Donc quand il y a des listes, s'il y a 10 listes dans une région, il va bien falloir qu'ils parlent de nous, à un moment ou à un autre. C'est le moment d'en profiter pour faire connaître autour de vous l'UPR et pour poser cette question simple. Qu'est-ce que vous risquez donc à voter UPR aux élections régionales ? Quel est le risque ? Pour des gens qui en ont assez, qui en ont marre, quel est le risque ?
Il n'y a aucun risque. Vous n'avez quand même pas voté PS ou Front de gauche, qui soutient après Syriza, maintenant il soutient Podemos, c'est la même arnaque. Ou PS, je ne vais pas vous faire un dessin sur le PS, vous n'avez pas voté pour l'UMP. Vous n'avez pas voté pour le FN. À supposer même d'ailleurs que vous trouviez que dans ce que dit le FN, il y a des choses qui soient bien. Je rappelle que la FN, comme Dupont-Aignan, ne propose jamais de sortir de l'Union européenne, de l'euro ni de l'OTAN. Vous n'allez pas vous abstenir. Enfin, si, vous pouvez vous abstenir, mais quel sera l'intérêt de vous abstenir? Rien. Je peux vous assurer que si vous vous mobilisez pour aller voter UPR, pour aller voter pour les listes conduites par Alain Fedel au niveau régional, et que si l'UPR fait 2, 3, 4%, peut-être plus, ça va être panique à bord. Parce qu'ils vont se rendre compte que ce mouvement ne cesse que de se développer. Ils sont déjà complètement tétanisés. Vous avez peut-être remarqué dans la presse que maintenant, de plus en plus, il y a des journaux... Parce que la vérité est sur la presse, hein, que les choses soient bien claires. Il faut faire la différence entre la presse et les journalistes. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes... Là, j'étais à l'instant avec un jeune journaliste. Ça a pris du temps. Il était à l'évidence extrêmement intéressé parce que je lui disais, il y a beaucoup de journalistes qui trouvent que ce qu'on dit est très très bien. Mais ils sont dans des médias où on leur fait comprendre que si on parle de l'UPR, c'est la porte. Alors ils ont une femme, des enfants, ou un mari et des enfants. Et puis ils se sont endettés pour acheter un truc. Bon, ben, ils sont les premiers. Hein. Il y a un journaliste qui m'a dit, écoutez, la seule façon qu'on a de parler de vous, c'est de vous taper dessus. Donc vous tape dessus. Au moins on fait connaître. C'est vrai. C'est vrai. Hein, on a quelqu'un, une de nos adhérentes là, qui est stagiaire à Figaro Vox depuis 6 mois. Ça fait 4 fois qu'elle essaie de faire passer un papier sur l'UPR. Non, jamais. Paraît-il que, alors, je ne suis pas assez connu. Puis après ça, il donne la parole à un type de 20 ans qui est chez DLR. Bon. Après ça, le sujet est trop petit pour moi. Alors là, cette fois-ci, je suis trop bien pour le sujet à traiter. La dernière nouvelle, c'est que j'ai pas écrit de bouquin, mais ils passent leur temps à donner la parole à des gens qui n'ont pas écrit de bouquin. Puis quand j'aurai écrit un bouquin, je ne serai pas né le 29 février. Excusez-moi. Où je ne serais pas monté en tongs en haut de l'Everest. Donc, vous comprenez, c'est pas possible. Il faut d'abord qu'ils montent en tongs en haut de l'Everest. Voilà. Donc, on a affaire à un verrouillage des médias. Il faut que vous le disiez, que vous le répandiez. Hein, ça n'a d'ailleurs pas que des inconvénients, parce que finalement, c'est un formidable brevet d'honnêteté, de sincérité et d'opposition réelle. Je l'ai dit tout à l'heure, De Gaulle ne passait pas sur Radio Paris en 1941, 42 et 43. Voilà. Donc c'est un formidable, en fait, hommage du vice à la vertu qui nous est ainsi rendu. Hein. Donc il faut arrêter de dire, hein, comme d'habitude, ils voteront pour le candidat que nous avons choisi. Leur droit de vote leur donne juste l'illusion d'être en démocratie. Ça, c'est nous, on ne veut plus de ça. Hein. Nous, ce que l'on dit, c'est que voter UPR, c'est d'abord refuser la présélection des partis de faux gouvernements ou de fausses oppositions sélectionnées par l'oligarchie. Ce qui va leur faire le plus... Ce qui va les inquiéter le plus, c'est s'ils constatent que l'UPR continue de grimper. Je peux vous dire que le 1,86 dans l'Aveyron n'est pas passé inaperçu. De la même façon que je rappelle qu'on s'est présenté dans 15 élections depuis le début de l'année, entre le 1er et le 6 septembre, et sur ces 15 élections partielles, enfin 14 départementales et une législative partielle, nous avons fait moins de 1% dans un cas. Dans le canton de Nice-9, nous avons fait entre 1 et 2% dans 11 cas. Nous avons fait entre 2 et 3% dans 2 cas, à Saint-Herblain, en Loire-Atlantique, et à Saint-Dié-les-Vosges, dans le canton de Saint-Dié-les-Vosges 1, dans les Vosges. Et nous avons fait plus de 3,22% dans un canton du territoire de Belfort. Voilà. Et donc, ça veut dire une moyenne de 1,7, alors que nous étions à 0,41 un an avant. Donc il est évident que si là nous marquons une nouvelle progression, ça sera évidemment tout à fait important. Alors, je voudrais rappeler, mais ça je vais le faire très très vite parce que je pense que vous aurez l'occasion de le revoir au cours des semaines qui viennent, les compétences de la région, l'action sanitaire, l'aménagement du territoire, les équipements locaux, la culture, l'enseignement, l'environnement et le patrimoine, la formation professionnelle, l'apprentissage, les infrastructures, les interventions dans le domaine économique, le logement et l'habitat, le tourisme, les transports, l'urbanisme et les politiques de la ville. Pourquoi je parle de ça ? Parce que nous nous présentons à des élections régionales. Et naturellement, que disent les journalistes ? Ils disent, mais attendez, vous nous parlez de l'Europe,
Mais quel est votre programme pour les élections régionales? Alors, on a un programme pour les élections régionales, comme tout le monde, que je vais vous présenter. Je vais essayer d'être assez rapide. On aura l'occasion, les équipes auront l'occasion ici de revenir dessus. Mais nous avons un programme pour les élections régionales. Le programme que nous avons pour les élections régionales s'inspire en tant que de besoin, en tant que possible, mais pas toujours, parce qu'il y a des sujets très techniques sur lesquels on ne va pas inventer, le fil à couper le beurre. Mais en tant que possible, on va essayer d'appliquer au niveau régional ce qu'est notre programme national. En matière d'économie et d'emploi, réorienter massivement les aides vers les PME et l'artisanat. Mettre en place une charte de conditionnalité des aides aux entreprises sur des critères sociaux, de maintien et création d'emplois durables sur le territoire. Sanctionner les entreprises qui ne respectent pas leurs engagements. Augmenter la part des aides allouées à la recherche et à l'innovation, créer un fonds de garantie pour les crédits bancaires aux PME, développer des systèmes de financement alternatifs, mieux superviser et aider les chambres de métiers, créer des trésors régionaux vivants de l'artisanat. Artisanat, ça c'est mon petite expérience. On a été plusieurs, nombreux à préparer ce programme. Ça c'est mon expérience asiatique c'est un petit peu l'équivalent pour l'artisanat de ce qui est l'AOP et les AOC pour les produits par exemple agroalimentaire, c'est qu'il y a au Japon, par exemple, ce qu'on appelle les trésors nationaux vivants, des artistes, des métiers, des ébénistes, des choses comme ça. La France a plein de petits métiers d'art. Bon. Pourquoi tout ça? C'est parce que je rappelle quand même que vous allez avoir des partis qui vont vous dire, nous on est là, notre programme c'est de créer de l'emploi. Nous on dit, ça c'est de la foutaise. La création de l'emploi, ça dépend des grands choix macroéconomiques qui sont la valeur de la monnaie, la valeur externe de la monnaie, les taux d'intérêt et la politique budgétaire de l'État. Or, la politique budgétaire de l'État, le taux de change externe de la monnaie et les taux d'intérêt ne sont pas plus fixés en France. La politique budgétaire est fixée par la Commission européenne en vertu des traités européens et du fameux critère dit de Maastricht. Et puis, la politique monétaire et la valeur externe de la monnaie, du taux de change de l'euro, ça dépend des décisions prises par la Banque centrale européenne à Francfort. Donc nous, on dit de toute façon, ça ne sert à rien. Les autres partis qui vont vous dire, votez pour nous, on va créer de l'emploi, nous on dit, attendez, là, vous êtes escroqués. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'au niveau régional, on peut essayer de favoriser quelques filières plus créatrices d'emplois que d'autres, mais ça sera un cautère sur une jambe de bois. C'est quand même... Je rappelle quand même que, comme le dit la publicité, la première entreprise de France, c'est quand même l'artisanat. On sait qu'il y a ce qu'on appelle des métiers en tension. Il y a toute une série de métiers sur lesquels il y a vraiment des besoins qui ne sont pas encore, qui ne sont pas assouvis. Donc c'est là-dessus que l'on voudrait insister. Idem, par exemple, pour la formation professionnelle et l'apprentissage, en augmentant les crédits à l'apprentissage, en accroissant les aides pour les métiers en tension, dont je parlais à l'instant, en lançant une campagne de communication sur l'apprentissage auprès des collégiens et des lycéens. Je rappelle que l'apprentissage est le chemin le plus sûr actuellement chez les jeunes pour trouver un premier emploi durable. 70% trouvent un emploi durable après leur formation. Et puis, prioriser les crédits d'apprentissage vers les jeunes les moins diplômés. Parce qu'en ce moment, il y a un phénomène tout à fait nouveau qui est en train de se produire. C'est que ce sont des gens parfois diplômés, voire très diplômés, qui ont un bac, une licence. On m'a même raconté le cas de gens qui avaient une grande école qui, d'un seul coup, entrent en apprentissage pour devenir pâtissier. Parce que oui, pâtissier, plombier, couvreur-zingueur, vous avez des métiers en tension qui rapportent plein d'argent. En fait, à ceux qui les font. Donc il y a des gens qui se rendent compte qu'ils ont une licence en je sais pas quoi, qui ne leur offre absolument aucun débouché, et donc ils se mettent en apprentissage. Donc nous, ce que l'on veut, c'est quand même d'essayer de prioriser les crédits vers les jeunes les moins diplômés, parce que l'apprentissage, c'était justement pour les jeunes les moins diplômés. Alors si on leur pique, qu'est-ce qui va rester aux jeunes les moins diplômés ? En 20 ans, le nombre d'apprentis a doublé, mais la proportion d'apprentis sans diplôme a chuté de 60 à 35%. Les diplômés ou très diplômés feront une part croissante des bénéficiaires de l'apprentissage, loin de l'état d'esprit initial de l'apprentissage qui avait une vocation sociale pour les jeunes les moins qualifiés. On voudra également simplifier les démarches administratives sur l'apprentissage et dénoncer les conséquences des traités européens sur le démantèlement de l'AFPA. En matière d'agriculture, là, nous avons une proposition quand même tout à fait originale. On ne va pas réinventer, il y a plein de choses. En fait, nous, ce que nous voulons, c'est créer, à titre expérimental, des centres régionaux de distribution de produits agricoles sur le modèle des AMAP, financés par la région à but non lucratif, permettant d'établir des circuits courts et de vendre des productions agricoles locales à des prix rémunérateurs pour les agriculteurs et intéressants pour les consommateurs. Vous avez vu, ça se développe dans un certain nombre de villes. En général, c'est des initiatives d'agriculteurs. Ce qu'on veut, c'est essayer de voir ce que ça donne, d'avoir des centres de distribution qui seraient financés par la région et où les gens pourraient acheter tout simplement des produits agricoles
qui est cultivé à 10 km, à 20 km, et qui seront certainement d'une meilleure qualité gustative, parfois éventuellement même des produits bio, ou en tout cas de l'agriculture raisonnée, qui coûteront moins cher que ce qu'ils achètent dans l'hypermarché, et qui seront de meilleure qualité gustative et qui rapporteront plus d'argent aux agriculteurs, parce que par définition, l'idée, ça sera de ne pas faire de marge bénéficiaire, puisque ça sera financé par la région. On va voir ce que ça peut donner. Il ne s'agit pas de partir en guerre contre les grandes chaînes de distribution, sinon après, je suis sûr de terminer avec un drone qui va me lancer une balle entre les deux yeux. Mais, c'est drôle, hein. Mais il s'agit quand même aussi d'introduire, d'essayer de faire un petit peu bouger les lignes sur ces sujets. On veut se battre absolument pour le maintien des agriculteurs en zone rurale. Je vous renvoie à notre programme national. Aider également les jeunes agriculteurs, y compris des urbains, y compris des arrière-petits-enfants d'agriculteurs, mais dont les grands-parents sont venus s'installer et qui ont tout oublié de ce qu'est être agriculteur, de favoriser éventuellement leur réinstallation. En matière d'éducation et de lycée, alors là, nous voulons, comme beaucoup, rénover en priorité les lycées dans les zones sensibles, mais là où nous allons nous opposer à la doxa dominante et à la pensée générale, c'est à l'idée de la fuite en avant du tout numérique dans les lycées. En Ile-de-France, Madame Valérie Pécresse, j'ai vu son programme qui consiste à dire voilà, on va installer le 4G, la Wi-Fi, etc. dans toutes les salles de classe, etc. Et on va former les jeunes à utiliser des tablettes. Donc nous, on est absolument contre ça. D'abord parce que les jeunes n'ont pas besoin de l'État pour les former à utiliser des tablettes et avoir le Wi-Fi. Ils le font tout à fait naturellement. Ça, c'est le premier point. L'État doit revenir à cette distinction fondamentale qui était celle de la République, la distinction entre l'éducation et l'instruction. Le rôle de l'État n'est pas l'éducation. L'éducation, c'est le rôle des parents. L'éducation, avoir une bonne éducation en matière, selon les valeurs des parents, éducation religieuse ou non religieuse, une éthique, un comportement, un savoir-vivre, etc., etc. Puis il y a l'éducation que l'on a avec les copains dans la rue, etc. On n'a pas besoin, pour les jeunes d'aujourd'hui, de leur expliquer comment fonctionne une tablette. C'est plutôt eux qui expliqueraient à leurs professeurs comment ça marche. Bon. En revanche, la grandeur de la République, et notamment de l'enseignement républicain, c'est l'instruction. C'est de donner justement aux enfants, et notamment aux enfants des classes défavorisées, de souche ou pas de souche, d'origine immigrée ou pas, c'est leur donner justement l'accès à des choses auxquelles ils n'ont pas accès naturellement. L'instruction, c'est par exemple leur donner accès aux grands classiques de la littérature française, leur donner les moyens de parler, de savoir écrire en français sans faute. Parce que quand on sait s'exprimer en français, on sait également raisonner. Renouer avec les notions de comprendre le discernement, la hiérarchie de priorité, les raisonnements, les relations de cause à effet, tout ceci dans la société contemporaine, qui est une société du zapping, une société de l'immédiateté, ça a des avantages. Le fait de pouvoir trouver à tout instant toute information sur Internet, ça a des avantages. Mais il y a un immense inconvénient, c'est qu'on n'apprend plus, on apprend moins qu'auparavant à bâtir un raisonnement, à trouver une relation de cause à effet. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent l'Europe c'est la paix. Pourquoi ? Parce qu'on est en paix. Ben non, oui. À ce moment-là, l'Europe c'est aussi le lever du soleil tous les matins. C'est pas parce que deux événements se produisent en même temps qu'il y a relation de cause à effet. Donc ça nécessite un discernement. Ça nécessite d'instruire les gens, que les enfants ils comprennent. Ça nécessite aussi de leur montrer la beauté de leur propre pays, la grandeur de leur propre histoire. Ça c'est quelque chose de très important parce que sinon qui leur apprendra ? Qui apprendra à un enfant issu d'un milieu de l'immigration, par exemple, des pièces de Racine ? Qui est-ce qui leur donnera les clés de cette instruction qui va leur permettre d'avoir accès à une littérature universelle ? Et parce que l'on aimera sa propre littérature, on aura ensuite envie de découvrir la littérature russe, la littérature anglaise, la littérature... C'est comme ça qu'on a accès à l'universel. C'est par de l'effort et du travail, et ça n'est pas par la facilité. Vous imaginez si maintenant les lycées sont en Wi-Fi, mais je parle de dernier point, quelle autorité restera-t-il au prof s'il a face à lui 30 élèves qui sont tous avec leur tablette, avec le Wi-Fi ? Donc nous, l'État et les collectivités... En plus, dernier point, ce sont des programmes qui coûtent des sommes absolument astronomiques, et comme vous le savez, grâce à l'obsolescence programmée, 2 ans après, tout est bon à mettre au panier dans ce genre de truc. Mais tout ça, c'est pour le plus grand profit des distributeurs de matériel informatique. Donc, nous disons que le numérique n'est pas le remède à l'échec scolaire. C'est un mensonge.
Le numérique n'est pas le remède à l'échec scolaire et ne replacera jamais la transmission du savoir entre l'enseignant et l'élève. Il faut revenir aux fondamentaux de l'instruction publique. Nous réorienterons également les financements des lycées vers les activités périscolaires pédagogiques. Là aussi, je parle de mon expérience au Japon ou en Chine. Ce sont des pays dont on nous chante par ailleurs les mérites, la forte croissance. Ce sont des pays qui sont fondés sur quoi? Mais qu'est-ce qu'on apprend à un jeune Thaïlandais, à un jeune Vietnamien, à un jeune Chinois, On apprend d'abord à connaître l'histoire de son propre pays. On lui fait circuler dans le pays. Si vous allez au Japon ou en Chine, vous verrez en permanence des étudiants, des lycéens qui circulent pour voir leur propre pays. Combien d'enfants en France, notamment issus de l'immigration, mais pas seulement, et ils sont allés voir, par exemple, le Mont-Saint-Michel, le château de Chambord, le château de Chenonceau, visiter le musée d'Orsay ou bien le musée du Louvre. En réalité, il y en a très peu. Donc ce que nous voulons, c'est favoriser cet accès à l'instruction publique, la visite du patrimoine historique et culturel, pas seulement local, mais national. Nous voulons ouvrir également les esprits des lycéens à toutes les cultures du monde en leur diffusant des informations représentant les points de vue et les sensibilités d'autres civilisations. Donc en tant que faire se peut, les activités qui seront financées par la région veilleront à ouvrir, à montrer aux étudiants, aux lycéens que le monde ne se résume pas aux États-Unis d'Amérique où on tire dans le tas. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 264 tueries de groupes. J'ai oublié de préciser qu'il y a quand même eu 39 900, je crois qu'ils ont même dépassé les 40 000. Il y a un site spécialisé dedans. Ils ont dépassé les 40 000 tirs d'armes à feu aux États-Unis depuis le début de l'année. Il y a eu exactement, je crois, quelque chose comme 541 enfants de 0 à 11 ans qui ont été tués ou blessés depuis le début de l'année aux États-Unis d'Amérique par des tirs d'armes à feu et 1969 adolescents de 12 à 18 ans qui ont été blessés ou tués par des armes à feu. Donc nous, on dit, les États-Unis, c'est très gentil, mais contrairement à ce qu'on veut vous faire croire dans toutes les télés, toutes les radios, tous les journaux, etc., eh bien les États-Unis, c'est 300 millions d'habitants sur une planète de 7 milliards, c'est-à-dire moins de 5% de la population planétaire. Et donc le monde ne se résume pas aux États-Unis ni à la France. Le monde, c'est le Japon, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est les civilisations africaines, c'est le Brésil, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Australie, c'est les civilisations maoris, etc. Voilà. Nous voulons également proposer dans les cantines scolaires des menus de qualité. On en profitera d'ailleurs pour tordre le cou à cette polémique absolument sordide qui est toujours semée pour semer la zizanie entre les Français. Alors halal, pas halal, est-ce qu'on va obliger au pain, etc. Nous, on dit tout simplement le bon sens. On veut tout simplement dans les lycées qu'il y ait dans le maximum possible des self-service et puis que les gens aient le choix. C'est comme quand vous prenez une compagnie aérienne. C'est tout simplement ça. Il n'y a d'ailleurs pas que la viande halal, il y a des produits locaux, frais et bio. Une éducation à la diététique, des produits variés permettant à tous les enfants de se sentir à l'aise à la cantine et mettant un terme aux polémiques stériles. Donc, plats végétariens, il y a des plats avec porc et des plats sans porc. C'est-à-dire ni interdiction du porc, parce qu'il n'y a aucune raison d'interdire le porc dans les cantines françaises, on est en France, mais pas d'obligation non plus, parce que tous les élèves mangent du porc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas que les musulmans d'ailleurs qui sont en... Il y a aussi de plus en plus de végétariens, par exemple, on va leur forcer à bouffer de la barbaque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ça, c'est typiquement le genre... Alors que la France est en train de s'effondrer, alors que la France est en train d'être détruite, on focalise l'attention des gens sur des histoires de cette nature. Évidemment, avec des arrière-pensées que vous avez parfaitement à l'esprit. Faire de l'éducation populaire dans les lycées également, c'est-à-dire notamment autoriser que les salles de cours, que les salles de lycée, en dehors des heures de cours, puissent servir à des réunions plus publiques et notamment des réunions politiques ou des réunions culturelles, à la fois pour des sociétés de philomatiques, comme on dit, des sociétés savantes, des gens qui s'intéressent au régionalisme, il y a des gens qui s'intéressent à ça, mais aussi des sociétés... Je rappelle que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont je rappelle qu'elle ne s'appelle pas la Déclaration des droits de l'homme, elle s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisque c'est consubstantiel, l'un va avec l'autre. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il est précisé le droit fondamental de réunion. Je peux vous dire que maintenant qu'on commence à avoir un petit peu plus d'argent grâce à vous, puisque ceux qui sont adhérents nous ont versé de l'argent et ceux qui ne le sont pas vont être obligés d'en verser en sortant adhérents, nous pouvons nous payer ce genre de salle. Mais rappelez-vous dans les années 20,
Dans les années 60 encore, moi quand j'étais petit, moi j'avais des parents qui ont fait ils ont fait mon éducation. Ils m'ont emmené quand j'étais petit, j'avais 8 ans, voilà, ils me disaient ça c'est une réunion politique. Mais il y avait ce qu'on appelait les réunions dans les préaux d'école. Mais maintenant il faut se lever de bonne heure pour obtenir qu'il y ait des lycées qui vous passent une salle de réunion. Ah non, on ne fait pas de politique. Mais alors, c'est quoi la politique? C'est réservé à TF1. Oui, mais TF1 donne la parole au FN, à LR et au PS. Donc il n'y a plus de politique. Hein, c'est comme ça qu'on verrouille. Donc nous, on veut réouvrir que les lycées, que ce sont des établissements publics, servent à ce que les gens puissent aussi aller s'informer. On veut réhabiliter la politique, hein, et pas seulement ouvrir ça à l'UPR d'ailleurs. Et puis également, n'oublions pas, garantir l'accès des lycées aux personnes à mobilité réduite. J'avoue que il m'est arrivé un petit problème personnel. Je me suis cassé la jambe fin juillet dernier. J'allais dire le péroné, mais c'est politiquement incorrect. On ne doit plus dire le péroné. Hein. Non, ça s'appelle la fibula. Donc je me suis cassé la fibula de la jambe gauche à la fin juillet. Mais j'ai découvert un truc que je n'avais jamais vu, c'est que pendant 6 semaines, j'ai été dans un fauteuil roulant. Parce que voilà, l'assurance m'avait prêté ça et c'était quand même très pénible de se déplacer avec des béquilles on peut le faire sur 10 ou 15 mètres ou 20 mètres, mais on ne peut pas faire de kilomètres avec des béquilles. Bon, sauf que j'ai un certain volume à transporter. Qui a rigolé? Qui a rigolé? On prend des notes, Alain. Donc, et je peux vous dire que quand on est dans un fauteuil roulant, ben moi, ça m'a appris des choses. Voilà. Je me suis rendu compte d'abord que on est très sensible à l'attitude des gens vis-à-vis de vous, et puis on est quand même extrêmement reconnaissant lorsqu'on voit un plan incliné, c'est tout con. Hein, voilà. Donc il faut aussi qu'on veille à ça, notamment dans les lycées, mais pas seulement dans les lycées. En matière de sécurité et de prévention, nous voulons développer la formation au secourisme. Pour le coup, je n'aime pas faire des comparaisons internationales, je n'aime pas trop parce que c'est toujours un peu l'autoflagellation, mais c'est vrai que la formation du grand public au secourisme est généralement assez en retard, voire très en retard en France de ce qu'elle est dans d'autres pays, notamment d'Europe. Donc développer la formation au secourisme, qui d'ailleurs n'est pas seulement une formation au secourisme, mais en fait véhicule un certain nombre de valeurs, de solidarité, d'entraide, qu'il est important de remettre en vigueur dans la société française. Nous voulons également faire de la formation à la gestion des conflits, à la communication non violente par des psychologues scolaires. La prévention dans les lycées assurée, alors ça c'est déjà le cas. Il y a déjà la police qui vient dans les lycées, on n'invente rien. On voudrait y mettre la gendarmerie et les pompiers. Et puis on voudrait faire l'accueil de personnel hospitalier dans les lycées pour informer les lycéens des principaux risques qu'ils encourent et des conséquences médicales concrètes qu'ils entraînent. Voilà. Vous savez qu'il y a la mortalité des ados. Eh bien, c'est quand même la période de la vie, a priori, où on a le meilleur temps de chance de survie. Mais pourtant, il y a une mortalité des adolescents. Donc, à voir. Là, je pense que c'est faire partie de l'information, de la sécurité et de la prévention, que du personnel hospitalier vienne parler de ce que c'est que l'alcool. Parce que malheureusement, il y a de plus en plus de jeunes qui versent dans l'alcool, les excès de vitesse, le cannabis, les stupéfiants, les maladies sexuellement transmissibles, la mauvaise hygiène de vie. Hein, manger au McDo toute la journée, ou Kentucky Fried Chicken, les mauvaises habitudes alimentaires, la dépendance aux jeux vidéo, etc., etc. Tout ce genre tous ces trucs qui sont des vrais fléaux de cette tranche d'âge. En matière de transport, nous nous opposerons à la privatisation du TER prévue pour 2019 et imposée par l'Union européenne. On rappelle qu'après 20 ans de privatisation, les Britanniques payent les tarifs les plus élevés d'Europe pour voyager dans du matériel en mauvais état qui a causé de nombreux accidents. Donc on ne fera pas la même erreur. Nous garantirons le maintien des lignes TER existantes. Nous faciliterons l'accès des gares aux personnes à mobilité réduite. Il y a encore de quoi faire. Hein. L'autre jour, je suis arrivé, c'était où? C'était à Bordeaux, je crois, où j'étais, ou même à Grenoble. Hein. J'ai un peu... je marche... J'ai plus mes béquilles, mais je peux vous dire qu'on aimerait bien qu'il y ait un escalator. L'aménagement du territoire, couvrir le territoire en très haut débit, donner la priorité à la qualité de réception des opérateurs de téléphonie mobile dans les zones avec des trous. Quand on dit qu'on ne veut pas qu'il y ait le Wi-Fi, etc., dans les lycées, et qu'on veut lutter contre le tout numérique dans les lycées, ça n'est pas parce que nous sommes des ringards. Ça serait quand même assez paradoxal d'être contre Internet et contre l'informatique, alors que nous ne développons que grâce à Internet. D'ailleurs, je rappelle que notre site Internet est, selon les jours, le premier ou le deuxième site le plus consulté de tous les partis politiques français. On est au contraire pour. Mais il y a pour et il y a à d'autres moments où on est contre. Donc il y a un temps pour tout, comme dit l'Ecclésiaste. Donc dans les lycées et les collèges, là c'est le moment de l'instruction. En revanche, qu'il y ait le territoire couvert en très haut débit, ça c'est tout à fait important, que les gens chez eux. C'est pareil pour les couvertures en matière de téléphonie.
Et puis garantir l'accès des services publics aux personnes à mobilité réduite. Ça aussi, alors il y a des lois qui existent en la matière, mais accélérer le mouvement. En matière de logement, augmenter sensiblement la construction de logements sociaux de taille humaine et répondant aux normes HQE, haute qualité environnementale, ainsi qu'aux normes d'accueil des personnes à mobilité réduite. Mettre en place un outil Internet pour centraliser les offres de logements sociaux. En matière d'environnement, améliorer le tri sélectif, soutenir le secteur du recyclage des déchets, soutenir le secteur des économies d'énergie, en particulier par un accent porté à la rénovation énergétique des bâtiments anciens. C'est pas des choses... Honnêtement, on ne va pas, là, apporter des choses extraordinairement différentes de ce qu'apportent les autres. On ne va pas non plus, sur tous les sujets, par principe, prendre le contre-pied et inventer des choses totalement nouvelles. En matière de services publics, en revanche, ça, c'est un de nos aspects très importants dans notre programme. Le maintien des services publics dans les zones rurales, la reprise en main de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement. Nous voulons mettre fin au système de délégation de services publics, qui est une privatisation qui ne dit pas son nom, revenir aux régies ou aux sociétés publiques, conformément d'ailleurs au chapitre 9 du programme national de l'UPR. Je rappelle que ce soit à Paris ou quand j'étais conseiller de Paris, j'avais fait sensation quand j'avais été le premier à demander la remunicipalisation de l'eau de Paris. J'étais en non inscrit. Alors les gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce type? Il était là, on croyait qu'il était de droite. Il propose une proposition qui est plus à gauche que le PC. Les gens étaient sans dessus tout. Il s'est rien passé pendant un an, mais après, quand il y a eu la réélection de Bertrand Delanoë, moi je ne m'étais pas représenté, mais ils ont remunicipalisé la gestion de l'eau de Paris. Et ben maintenant, les gens sont... Je ne dis pas que c'est extraordinaire, mais on a cassé la montée continuelle du prix de l'eau. Hein, parce que ça avait été de privatiser la gestion à la Lyonnaise et à la Générale des Eaux, enfin à Vivendi et Veolia. Et en réalité, qu'est-ce qui s'était passé? C'était passé simplement une augmentation continuelle du prix de l'eau. C'était toujours le même château La Pompe. Alors la même chose a été faite à Rennes, à Brest, à Angoulême. Ça a montré que le prix de l'eau a baissé pour les consommateurs dès le retour au régime municipal. Voilà. Hein, donc nous ne sommes pas contre l'entreprise privée, bien entendu, mais on n'est pas non plus des ayatollahs de l'ultralibéralisme. Hein. Je vous renvoie à notre programme national, conformément aux grands idéaux du Conseil national de la résistance. Nous avons un grand programme qui prévoit qu'il y a des grands services publics, notamment réseau d'adduction d'eau, SNCF, réseau d'autoroutes, etc., qui doivent rester dans le giron public. Voilà. Dans un souci de saine gestion, nous proposerons des régies départementales chargées l'une de l'alimentation en eau potable, l'autre de l'assainissement. Afin de préserver la ressource et de responsabiliser les usagers, nous pratiquerons des prix progressifs pour l'eau potable. Nous essaierons de lutter contre la désertification médicale en favorisant l'installation des médecins dans les zones rurales. On essaiera de mettre en place une mutuelle régionale pour les salariés et les retraités qui ne bénéficient pas de mutuelle d'entreprise. Il ne s'agit pas... Il y a quelques médecins dans la l'UPR, il y en a qui nous ont aidés. Il ne s'agit pas de se servir Médéric machin chose, le truc du frère Sarkozy. Il ne s'agit pas de... Parce qu'actuellement, les médecins sont assez inquiets de voir que progressivement on démantèlerait la sécurité sociale pour passer au profit des mutuelles qui deviendraient finalement les véritables donneurs d'ordre aux médecins. C'est pas du tout la question. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit en revanche d'essayer de proposer aux gens, parce qu'il y en a malheureusement qui n'ont que la sécurité sociale et qui n'ont pas de mutuelles complémentaires, de leur proposer d'avoir une mutuelle complémentaire à taux avantageux et qui serait proposée avec une participation de la région, qui permettrait d'offrir aux salariés justement qui n'ont pas la chance d'avoir une mutuelle de s'en procurer une qui permettrait d'avoir une meilleure couverture par rapport à la sécurité sociale. Et puis mettre en place des points Internet gratuits pour l'accès aux services publics en ligne, parce qu'il y a notamment dans les zones rurales... Alors ici, en région, c'est moins vrai en Île-de-France, mais ici, il y a quand même des zones encore très rurales, des gens des personnes âgées qui n'ont pas Internet à la maison. Il y a maintenant dans beaucoup d'activités, par exemple, quand vous achetez un billet de train maintenant, c'est quand même extrêmement pratique d'avoir Internet. Donc d'avoir des services en ligne, des points Internet gratuits, un petit peu partout, qui seraient financés par la région. En matière de tourisme, je vous rappelle que donc les régions là aussi ont une compétence. Je les ai pas passées en revue tout à l'heure rapidement, mais je vais assez vite pour qu'il y ait le temps pour répondre à vos questions. Là, on n'a pas des idées qui sont absolument renversantes. On voudrait développer un tourisme durable afin de préserver la beauté et la richesse des patrimoines, améliorer l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Bon, si vous avez des idées, ça peut dépendre aussi mais il y a beaucoup de choses en fait qui ont déjà été faites dans le tourisme. Activité ô combien importante, puisque c'est une activité d'avenir. C'est déjà pratiquement 10% du PIB français. Destination la France est quasiment
Alors c'est difficile à déterminer, mais on dit qu'en général, la France est la première destination touristique mondiale avec 72-75 millions de touristes qui viennent en France chaque année. Malheureusement, l'effondrement de l'industrie, la dégradation de l'agriculture en France fait que les activités de tourisme sont vouées certainement à croître. Une des destinées de notre pays est peut-être devenir un jour un musée. Il faut lutter contre. Mais il est certain qu'a priori, eh bien, toutes les activités qui tournent autour du tourisme et du paratouristique, c'est-à-dire les hôtels, les restaurants, les cafés, les gardiens de musées, les tours opérateurs, les locations de voitures, les bed and breakfast, etc. Tout ceci sont des activités qui sont en croissance. Nous voudrions aussi quand même améliorer la connaissance du patrimoine régional, notamment en promouvant les visites scolaires, j'en ai déjà parlé. En matière de culture, nous voulons promouvoir la culture comme moyen d'ouverture sur le monde. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Nous voulons améliorer l'offre du chèque culture là où ça existe. Selon les régions, il y a des régions où il y a un chèque culture qui existe, financé par la région, qui permet à des gens d'avoir accès à un ou deux musées gratuitement au cours de l'année. Nous voulons créer un festival du film francophone en partenariat avec le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Il y en a un à Angoulême, mais on voudrait, alors ça c'est à Paris, mais on peut imaginer que ce soit un festival qui tourne dans toutes les régions au fur et à mesure. En tout cas, dans les régions où nous arriverions au pouvoir, on voudrait faire ça pour montrer encore une fois que tout ne se résume pas au monde anglo-saxon, maintenir, approfondir l'exception culturelle française par le soutien à la création artistique française, aux films et aux chansons françaises, mettre fin, alors là, on ne va pas se faire que des amis, mais enfin, mettre un terme au clientélisme pour l'attribution des aides à la culture, lutter contre la fraude à la répartition des aides des DRAC aux artistes, des fonds des DRAC aux artistes, parce que c'est toujours un petit peu les mêmes qui bénéficient, parce qu'on est les copains des uns et des autres qui bénéficient des subventions, et puis développer l'éducation populaire, favoriser les connaissances de l'histoire de France, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on y revient. Et puis alors, ça c'était un peu pour les compétences de la région. Nous avons aussi, et ça c'est un élément très important de notre programme, dans chaque région, c'est une gestion transparente et économe du conseil régional. Apporter un vent nouveau, avec justement des têtes nouvelles, des gens qui n'ont pas d'intérêt. Nous sommes un mouvement citoyen à l'origine. Il n'y a pas de vieux politiciens blanchis sous le harnais à l'UPR. On n'y place pas non plus. Moi, je n'ai pas placé à l'UPR. Ma fille n'est pas vice-présidente de l'UPR. Voilà. Le nombre d'élus, nous militerons pour la division par 2 du nombre d'élus régionaux, même si ça n'est pas dans notre compétence. Si nous avons des élus, on fera en entendre notre voix pour diminuer. Parce que le scandale des scandales, c'est que les réformes actuelles de la loi NOTRe, qui sont présentées à la population comme visant à obtenir une meilleure gestion, vont augmenter les coûts. Puisqu'il va y avoir des présidents délégués. Par exemple, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans laquelle nous sommes, on va avoir un président qui va être à Lyon, mais évidemment ceux qui sont à Clermont-Ferrand sont furax. Donc en gros, il y aura une espèce de président délégué. Vous avez vu, c'est sorti récemment. On a vu le coût, c'est à peu près 120 millions d'euros sur 6 ans cette affaire, rien que la création de ce poste de président délégué qui a été accordé par le gouvernement pour pas faire de peine. Et puis alors ici en région, moi j'avais vu le préfet Carinco il y a un an, et dans tout à fait autre chose, on avait parlé un petit peu des réformes, il m'avait dit que de ce qu'il voyait arriver, c'est qu'il allait y avoir, pour faire de peine à personne, on va maintenir des services à Clermont-Ferrand et puis à Lyon, et puis il va y avoir des réunions à Lyon, et puis des réunions à Clermont-Ferrand. Et puis donc on va avoir une navette, on va multiplier les services par 2, il va y avoir des navettes entre les deux, donc le coût global va probablement augmenter. Parce que pour qu'il y ait une diminution des coûts, il aurait fallu diminuer déjà. C'est comme par exemple la réforme des conseils départementaux, avec cette idée lumineuse, ce génie de la pensée politique qui s'appelle François Hollande. Rappelez-vous les élections départementales, maintenant on votait pour un binôme, un homme et une femme. Le résultat, c'est que ça a fait, on a diminué les cantons, mais on a augmenté le nombre de postes. Voilà, ça coûte plus cher qu'avant. On se demande d'ailleurs pourquoi là, il n'y a pas non plus un président homme et un président femme. Pourquoi, finalement et pourquoi il n'y aurait pas ça voilà. Bon. Les questions, c'est pour après. Lancer un audit complet et indépendant de la région, notamment sur la dette, sur l'attribution des fonds dits européens et des aides publiques versées aux entreprises, afin d'en déterminer l'impact économique et l'efficacité des politiques de formation mises en œuvre. Parce que ça aussi,
Il y a aussi des gens qui sont des abonnés aux subventions. Hein. Et parfois, certaines rumeurs malveillantes laissent entendre que quelqu'un qui est dans les petits papiers du parti politique qui dirige la région a plus facilement des marchés publics ou des subventions attribuées par tel et tel fonds. Donc nous, on voudrait lancer un audit complet, renforcer la lutte pour la sobriété dans l'usage des fonds publics et la bonne gestion. Hein. On fera un audit des dépenses et une publicité au pluriel du public. Suppression des membres pléthoriques de cabinet, puisque maintenant, dans toutes les régions, vous avez les présidents de commission de ci, commission de ça, ils ont leur cabinet, et puis tout le monde a sa voiture. Alors les présidents, ils ont une voiture avec du cuir, et puis un tableau de bord en loupe d'orme, et puis ci, et puis ça. Et puis après ça, si le président a ça, le vice-président veut la même chose. Et puis après ça, enfin bref, c'est une inflation générale. Donc on veut de la retour à la sobriété dans l'usage de tout ça. Des coupes sombres dans les frais de réception, les voyages. Hein. Les voyages d'études avec monsieur et madame à partir du 25 décembre sur le long de la côte du Yucatan pour voir comment, sur la Riviera mexicaine, on a amélioré la collecte des eaux de pluie. Bon, non. Hein. Rendre publiques les réponses faites du Conseil régional à la Chambre régionale des comptes. Rétablir la vérité des origines des fonds pour tous les travaux et opérations subventionnés. En particulier, informer le public de l'origine réelle des prétendus fonds européens. Je rappelle que la région est celle qui est attributaire des fonds dits européens dans le cadre des fonds européens de développement régional. Et je rappelle, je vous le signale, alors âme sensible, s'abstenir, je vous signale que l'Union européenne ne verse des fonds qu'à la condition que vous en fassiez la publicité. Et qu'il faut faire une publicité monstrueuse en disant « grâce à l'Europe, c'est grâce à l'Europe que je finance ce rond-point ». Vous avez vu, partout, vous avez ces publicités avec le drapeau européen, l'Europe investit dans votre avenir, etc. Donc, nous, on négociera l'attribution des fonds européens. Et puis, on fera la publicité pour avoir les fonds. Mais il n'est pas interdit de faire une contre-publicité. Donc, on mettra la publicité, on mettra ensuite des panneaux pour montrer, en fait, ces fonds européens sont surfinancés par les Français. Et en réalité, lorsque nous donnons 23 milliards à l'Union européenne, l'Union européenne nous en restitue 14, donc elle nous pique 9 milliards d'euros. On fera donc de l'éducation, là aussi, de la population. Nous superviserons également les emprunts contractés par les collectivités territoriales. Nous proposerons, vous savez qu'il y a un grand principe qui est qu'une collectivité territoriale n'ont pas d'autorité sur les subordonnés. Les régions n'ont pas d'autorité sur les départements. Ni sur les communes. Mais ça n'empêche pas que la région puisse proposer aux collectivités territoriales, notamment aux départements et aux communes, un service qui permette de superviser les emprunts qui leur ont été proposés. On a bien entendu à l'esprit les escroqueries vendues par Dexia, vous savez, sur ces crédits avec des espèces de comment dirais-je, d'emprunts, oui, des emprunts, ce qu'on appelle les emprunts toxiques, qui ont été une énorme arnaque et qui fait qu'un certain nombre de collectivités territoriales sont à Kia. Hein. Donc nous, on veut les aider leur proposer un service pour mettre en garde les collectivités contre les emprunts toxiques ou complexes, reposant sur des indices spéculatifs dont la maîtrise est hasardeuse. C'est un rôle de conseil que nous proposerons ainsi aux collectivités territoriales. Elles seront libres ou pas. Si elles ne veulent pas, elles ne le voudront pas. Mais on dira quand même aux mairies, si vous voulez éviter de vous faire arnaquer par Dexia ou par votre ami Goldman Sachs, je crois que vous êtes assez liés avec eux, demandez-nous notre avis. Hein. Également, un rôle d'information du grand public. Et puis, nous avons aussi tout un volet en termes de moralité publique. Vous avez ici reconnu M. Cahuzac, qui était ministre des Finances et qui luttait contre la fraude fiscale. Cette photo a été prise à Nanterre le 20 novembre 2012. L'histoire a montré qu'en fait, il avait fait lui-même une fraude fiscale massive. Voilà. Alors ce que nous voulons, c'est que les Français veulent... Enfin, nous voulons. On propose, parce qu'on est à l'écoute des Français, les Français veulent un retour à la moralité publique, à l'honnêteté. Nous rappelons au passage les affaires du PS, la fraude fiscale de Cahuzac, ici en photo, M. Thévenoud aussi. Vous savez, Thévenoud, c'était le type qui avait du psoriasis quand il s'agissait de payer ses impôts. Vous vous rappelez ? Il faisait une espèce de phobie administrative. Il a fait une communication à l'Académie des sciences. Donc c'est une grande percée dans la... Bon, il payait rien. Bon. Nous vous rappelons aussi qu'il n'y a pas que le PS. L'affaire Big Malion, les fausses factures émises au profit de l'UMP pour masquer 20 millions d'euros de dépassement du compte de campagne de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle.
20 millions d'euros de dépassement. Hein. Voilà. Je rappelle par exemple que nous, pour les élections régionales, on a lancé une collecte, on a chiffré notre budget à 700 000 euros. Hein, c'est 4% de ce que vont avoir. On n'est pas sûr d'y parvenir. Vous voyez dans quel ordre de grandeur on est. Les autres, ils vont avoir 15 millions d'euros. Et en plus, ils passent dans toutes les télés, toutes les radios. C'est vraiment David contre Goliath. C'est le pari collectif que nous prenons, c'est quand même voilà, c'est David contre Goliath. Et je rappelle effectivement, comme l'a dit quelqu'un qui connaît les Saintes Écritures, que c'est David qui a triomphé. Et puis il ne faudrait quand même pas oublier les affaires de financement du Front National. Hein. La surfacturation de plusieurs millions d'euros de dépenses électorales au détriment de l'État. Moi, j'ai la chance de me présenter tête de liste en Ile-de-France. Le candidat du FN est M. Valorant de Saint-Just. Je ne suis pas sûr qu'il porte parfaitement son nom, parce qu'en tout cas, il est mis en examen pour détournement de fonds, etc. Bon. Donc, le Front National, il ne faut pas l'oublier, hein, parce qu'il y a une espèce de vague rumeur, enfin de rumeur urbaine, comme quoi le Front National serait propre par rapport aux autres. Il y a un truc sur Internet, peut-être qu'il faudra le ressortir. La liste des affaires du PS, du l'UMP ou du FN, ce sont des orchestres. Hein. Ils ont tellement de casseroles qui tintinabulent à leur cheville que ce sont des orchestres à eux tout seuls. Le système clientéliste mis en place par les élus cumulards et réélus pendant des décennies. Je prends l'exemple, j'ai été il y a quelques jours à Bordeaux, d'Alain Rousset, député président de la région. Il a déjà fait 3 mandats de 6, ça fait 18 ans qu'il est président de la nouvelle région Aquitaine, Poitou-Charentes, de la région Aquitaine. Et maintenant, il veut être pour un 4e mandat à la tête de la région Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin. Donc nous, on n'est pas d'accord. Nous voulons casser. Si vous voulez, on estime que la région Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin n'a pas mérité d'être dirigée par Kim Il-sung. Hein. Donc nous rappelons que nous sommes en faveur de pas plus de 2 mandats, quel que soit le mandat. Hein, puisque M. Sarkozy, sous influence américaine, a fait introduire dans la Constitution française le principe que le président de la République française ne pourrait pas être élu plus d'une fois, d'être réélu plus d'une fois, non pas plus de 2 mandats. Il y a d'ailleurs beaucoup à critiquer sur ces dispositions, mais en tout cas, si elles s'appliquent au président de la République, on ne voit pas pourquoi ça ne s'appliquerait pas à toutes ces gens. Parce qu'il y a des gens qui font profession familiale. Il y a quelqu'un qui a la présidence de région pendant 24 ans, etc. Puis après, il s'en va, il laisse ça à son fils, et c'est reparti pour un tour. Donc nous, on ne dit pas plus d'un mandat, sauf on met de côté les villes de moins de 2000 habitants, parce que là, nécessité fait loi. Il y a beaucoup de petites communes où maintenant on a même des problèmes à trouver des candidats pour devenir maire. Hein. Donc là, il faut peut-être être prudent pour les villes de moins de 2000 habitants, les villages. Conformément à son programme national, l'UPR s'engage d'ores et déjà à ne jamais présenter de candidat condamné pour corruption. Voilà. C'est pour ça, Nicolas, qu'on ne vous a pas mis. À ne jamais présenter de candidat condamné pour corruption. On demande d'ailleurs au passage au candidat un extrait de casier judiciaire. C'est quand même bien normal. On est d'ailleurs un des rares pays développés où enfin pas tout, il y en a d'autres. Bon. Mais enfin, c'est quand même particulièrement... il y a quand même des pays où il y a un peu plus d'éthique qu'en France. Voilà. À interdire tout cumul des mandats à ses élus. C'est assez facile pour nous. Bon, je reconnais. À limiter à une seule fois le renouvellement du mandat de conseiller régional, afin de renouveler, et ceci dans le but de renouveler la classe politique, à mettre en place une autorité indépendante chargée de contrôler les élus régionaux et de prévenir les conflits d'intérêts, à porter plainte systématiquement contre les élus responsables de détournement de fonds. Voilà. Par ailleurs, en termes de démocratie régionale, instaurer le référendum local d'initiative populaire. Vous savez que dans notre programme national, nous voulons instaurer le référendum d'initiative populaire. Eh bien, nous allons proposer de l'instaurer au niveau local. Une pétition citoyenne soutenue par au moins 1% de la population de la région permettra d'organiser un référendum sur des sujets nationaux afin de faire pression sur le gouvernement et sur des sujets d'intérêt régionaux. Par exemple, nous serions à la tête de la région Auvergne-Champagne... à la tête de la région... Je suis fatigué, hein. À la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes... Eh bien, nous serions tout à fait favorables, enfin on inciterait en tout cas,
à ce qu'il y ait une pétition citoyenne, par exemple, pour demander au gouvernement français d'arrêter immédiatement les négociations sur le TAFTA, le traité transatlantique. Voilà. Ou également pour demander à l'État un référendum sur la sortie de l'Union européenne par article 50. Nous retirerons les drapeaux européens du Conseil régional et des établissements publics subventionnés afin de nous conformer à la Constitution française. Et là, ça ne sera pas quelque chose d'illégal. C'est pas comme certains qui veulent décrocher les drapeaux voilà, et qui ensuite se font arrêter par la maréchaussée. Là, c'est comme nous aurons pris le pouvoir dans une région. Eh bien, en tant que président de conseil régional, eh bien, Alain Fédel sera invité à faire retirer les drapeaux européens du conseil régional. Je rappelle que si vous allez au Royaume-Uni, vous ne trouvez de drapeau européen absolument nulle part. Hein, sauf sur certains hôtels, mais des hôtels style Hilton et compagnie. Moi, je m'étais renseigné, j'ai dit, mais pourquoi il n'y a pas de drapeau européen? Ils m'ont dit, mais parce que ce serait une publicité, et donc c'est interdit. Hein, voilà. D'ailleurs, je rappelle que la Constitution française a prévu que l'emblème de la République, c'est le drapeau tricolore. Nous mettrons en place également une commission citoyenne de contrôle du Conseil régional afin d'évaluer les projets et les politiques conduites. Les membres de cette commission citoyenne seront tirés au sort en public sur une liste ayant recensé tous les électeurs volontaires. C'est-à-dire que nous prenons en considération ce mouvement d'opinion qui s'est développé en France sur l'idée qu'il faudrait trouver d'autres moyens de sélection que le seul vote, qui est toujours sujet à l'intervention des partis politiques. Bon, on a déjà expliqué qu'avoir des députés tirés au sort, c'est absolument inapplicable pour toute une série de raisons techniques, politiques, etc. En revanche, l'idée d'avoir une espèce de commission de contrôle citoyenne qui permettrait de demander des comptes tout au long d'un mandat aux politiques qui sont conduites, je trouve que c'est pas mal, c'est une très bonne idée. En plus de ça, tirer au sort, c'est-à-dire que les gens se mettraient sur une liste d'aptitude, donc on n'a pas un problème de représentativité. On a simplement les gens que ça intéresse. Il n'y a pas forcément énormément de gens que ça intéresserait d'ailleurs. Les gens que ça intéresse, eh bien, mettraient là et puis on tirerait au sort parmi eux ceux qui seraient parmi les volontaires, ceux qui voudraient faire partie de cette commission citoyenne qui demanderait des comptes et qui publierait un rapport sur ce qu'ils ont observé. Nous voulons également créer une chaîne de télévision régionale dans chaque région afin d'assurer la médiatisation honnête de tous les courants d'opinion dans la société française. Ça suffit, j'en ai parlé suffisamment au début de cette heure. La France, pays des droits de l'homme et du citoyen, pays normalement de la liberté d'expression, est maintenant, vous avez vu que selon les critères internationaux, on est en train de dégringoler dans la hiérarchie de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse. Donc ça n'est pas possible. On veut donc essayer de développer des chaînes de télévision régionales et où on donnera la parole librement ou en fonction, par exemple, des résultats aux élections, etc. Mais voilà, au marc-le-franc, que tout le monde puisse avoir accès. Et puis nous soutiendrons les médias alternatifs et indépendants qui contribuent grandement au débat démocratique. Ça, c'est dans le cadre de la démocratie régionale. Et puis, enfin, pour ce programme régional, j'espère que je laisse encore du temps un petit peu, dans ce programme régional que j'ai montré un petit peu très rapidement, un peu au galop, mais pour vous montrer que nous avons beaucoup de choses à dire au cours de cette campagne, les grands projets d'infrastructures onéreux et clivants. De nombreux projets d'infrastructures gigantesques et coûteux voient le jour un peu partout en mettant les populations devant le fait accompli. La construction de la ligne à grande vitesse, par exemple, dans la région Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin. La construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes dans le Grand Ouest, c'est-à-dire en fait ça concerne la région Pays de la Loire. La construction le projet de construction de nouvelle route du littoral qui est fait pour contourner la montagne à l'île de la Réunion. Un projet absolument inimaginable de 13 km, 1,3 milliard d'euros minimum, peut-être 2 milliards d'euros, avec un saccage des fonds, un saccage de... Voilà. Monsieur Valls est allé sur place. Monsieur Valls, qui est le Premier ministre de la République française. Il est allé sur place et donc il a soutenu le projet qui est poussé par le président du Conseil régional de cette nouvelle route du littoral. Il y a une volée, j'en parle parce que c'est moins connu que Notre-Dame-des-Landes. Vous connaissez Notre-Dame-des-Landes, vous en avez entendu parler. Je parle de cette affaire parce que le président du Conseil régional sur place soutient ce projet, qui est quand même un truc absolument énorme. Bon, extraordinairement cher, avec une route sur des
pieux en béton dans l'océan Indien qui seraient susceptibles d'être balayés par des vents, des ouragans. Vous savez, la période des cyclones, c'est en janvier-février à La Réunion, qui peuvent atteindre 250 km/h. Un truc de délire, quoi. Là, jamais une route aurait pu coûter aussi cher. Hein. Pourquoi la route la plus chère de France les fait crier au scandale? Et naturellement, figurez-vous que qui est derrière, c'est Vinci et Bouygues. Il y a des rumeurs. Bon, je ne vais pas vous dire les rumeurs. Alors, M. Valls est allé sur place, Premier ministre de la République française. Alors, il a fait déjà très fort, puisqu'il a dit qu'il s'était adressé aux populations en disant qu'il était très content d'être dans cette belle île du Pacifique. Déjà, 800 000 habitants qui se sont foutus de sa tête, bon, ce qui est quand même incroyable quand vous y réfléchissez. Bon, il faut vraiment être con. Mais eh bien, M. Valls, il a trouvé le projet très bien. Ah. Alors nous, on dit, dans ce genre de cas, alors il y a aussi le projet du Grand Paris, il y a le projet des Jeux Olympiques. Nous, ce que l'on dit là-dedans, ce qu'on remarque, c'est qu'en général, sur ce genre de projet, il y a en général l'RPS qui est pour, enfin les Républicains et le PS, et puis vous avez en général la gauche et les écolos, qui sont l'extrême gauche, les fronts de gauche et l'extrême gauche et les écolos, qui sont contre. Bon. Ce que nous disons par ailleurs, c'est qu'on n'est pas là pour traiter des sujets clivants, non plus d'ailleurs que nous ne sommes pas des antimodernistes. On n'est pas non plus, parce qu'il y a un courant un peu dans la société française, systématiquement tout ce qui est nouveau, il faudrait être contre, etc. Nous, on est là pour rendre la démocratie aux Français. Et donc, sur ce genre de sujet, nous disons que c'est typiquement le genre de sujet qui divise les Français parce qu'ils ont un impact majeur et durable sur l'environnement et les paysages, ce qui est tout à fait vrai, que ce soit Notre-Dame-des-Landes, que ce soit la nouvelle route du littoral à La Réunion, que ce soit la ligne à grande vitesse en Aquitaine, que ce soit le projet du Grand Paris ou les Jeux Olympiques en Île-de-France, parce qu'ils engendrent généralement une hausse faramineuse des impôts et de la dette des régions. Donc c'est quand même, en tant que contribuable, on a quand même le mot à dire. Hein. Or, ce qui est absolument scandaleux, c'est qu'on ne met jamais les populations en état de choisir. Nous, on n'est pas pour la démocratie directe. La démocratie représentative, c'est normal que ça existe parce que c'est ingérable quand vous avez des budgets avec des quantités de lignes budgétaires, quand vous avez des quantités de problèmes de nature subalterne. Vous ne pouvez pas porter ça à la population constamment. Ça, c'est ingérable. Donc la démocratie représentative, c'est normal. En revanche, sur des sujets sur lesquels tout un chacun peut avoir un avis et qui sont monstrueux en termes d'impact sur les finances publiques et sur l'environnement, ben là, il faut demander aux gens qui payent ce qu'ils en pensent. Et les gens qui payent, c'est les citoyens. Hein. Donc nous voulons tout simplement l'UPR, qui est l'Union du peuple pour établir la démocratie, je le rappelle, c'est notre slogan, juge qu'il n'est absolument pas normal que les populations directement concernées ne soient pas consultées par référendum sur ce type de grand projet. Donc si l'UPR parvient à diriger certaines régions, nous laisserons la prise de décision finale aux citoyens en les consultant par référendum après les avoir dûment informés des avantages et des inconvénients. Nous ne serons pas... Vous savez, la justice n'est pas toujours... La justice doit... Un juge, normalement, dans un pays civilisé, un juge d'instruction, notamment, doit instruire son dossier, comme on dit, à charge et à décharge. Avec scrupule et honnêteté intellectuelle, il doit relever honnêtement tout ce qui va dans le sens de la culpabilité et tout ce qui va dans le sens de l'innocence. Ben là, c'est la même chose. Sur ces projets, on ne peut pas dire que ces projets sont forcément tous délirants. C'est vrai que, par exemple, il y a besoin sans doute d'un aéroport. L'aéroport de Nantes est quand même un peu... il est situé quasiment en centre-ville. Il est au bord de la saturation, etc. Ça, c'est un fait objectif. Bon, mais c'est aussi un fait objectif que le nouvel aéroport de Notre-Dame-des-Landes, eh bien, il suscite une levée de boucliers que, je l'ai dit récemment, je crois, dans un de mes entretiens d'actualité, il y a déjà 7 à 8% de la surface de la France qui est artificialisée, construite avec des bâtiments du macadam. C'est déjà beaucoup, 8%. Donc, est-ce que l'avenir de la France, c'est de systématiquement construire des lignes, construire des bâtiments, construire des aéroports, construire des parkings de centres commerciaux, etc. Et en 2200, qu'est-ce qui restera à nos arrière petits-enfants de construire? Il y aura un parc public tous les 50 km pour voir un brin d'herbe. Donc ça, c'est pas possible. Il faut donc que les gens disent ce qu'ils veulent. Voilà, c'est pareil pour la route à La Réunion. C'est vrai qu'il y a probablement un besoin,
qui reste quand même à démontrer, mais c'est vrai qu'il y a des embouteillages pour aller entre Saint-Denis de la Réunion et le port et la Possession, enfin ceux qui connaissent la Réunion. Mais il y a peut-être d'autres possibilités que de faire cette route pharaonique. Et puis ensuite, on fera un référendum. On diligentera une commission citoyenne et indépendante pour évaluer l'intérêt économique des grands projets financés par la région. On organisera un référendum pour tout projet dont le coût dépasse d'ailleurs un certain montant. C'est exactement ce que font nos amis suisses. Je dis à ce propos d'ailleurs. J'ai présenté hier mes excuses. Il y avait des Suisses dans la salle à Annecy. Je ne sais pas s'il y a des citoyens helvétiques ici. Parce que j'étais honteux des propos qui ont été tenus par le président de la République française, une énarrable flambie, au Parlement européen, qui a eu cette phrase. Il s'est opposé à Madame Le Pen. Il a eu cette phrase en disant sortir de l'Union européenne, ce que d'ailleurs Mme Le Pen ne propose pas, il faut le rassurer tout de suite, mais sortir de l'Union européenne, ce serait sortir de la démocratie. Rappelez ce qu'il a dit, quand même. C'est une honte. Donc ça veut dire que nos amis suisses, ou bien nos amis norvégiens, nos amis un peu plus lointains, nos amis islandais seraient des dictatures. Moi j'observe que la Suisse, la Norvège et l'Islande sont au contraire les pays les plus démocratiques d'Europe. Et d'ailleurs ceux qui ont également le plus haut niveau de vie. Merci pour eux, le plus fort indice de développement humain, l'IDH, calculé par le Programme des Nations Unies pour le développement. Donc c'est une honte. Monsieur Hollande, qui a participé à la ratification du traité de Lisbonne, qui a piétiné 55% de non au référendum de 2005, qui ose donner des leçons de démocratie. Monsieur Hollande, qui s'est fait élire sur une arnaque en disant « mon adversaire c'est la finance », qui a arnaqué, en fait ça s'appelle du dol en droit. Normalement, ça serait dans le droit civil, ce monsieur serait sous les verrous. Il a escroqué les gens. Et puis, nous ferons un bilan des PPP, les partenariats publics-privés existants, en étant très exigeants sur les conditions d'attribution de financement d'autres projets afin de défendre l'intérêt des contribuables. Vous savez que ces partenariats publics-privés, on en avait plein la bouche il y a quelques années, bien entendu, comme de tout le monde en revient très largement. Alors on n'a pas une position d'hostilité totale par ça, parce que quand on regarde dossier par dossier, il est probable qu'il y a certains cas où un partenariat public-privé est quand même la meilleure solution, mais on voudra encore une fois en diminuer drastiquement le nombre, parce que nous ne sommes pas favorables à ce mélange des genres, et nous sommes favorables, vous l'avez bien compris, à un grand retour de l'État en tant qu'État régulateur, conformément d'ailleurs aux idéaux du Conseil national de la résistance. Voilà, je vous ai présenté à la vitesse d'une cavalerie au galop notre programme pour les régionales, qui est valable dans toutes les régions avec des déclinaisons locales. Mais, ça chahute là-bas. Mais, si nous nous présentons aux élections régionales, ça n'est pas uniquement pour ce programme régional. C'est également parce qu'il y a 5 enjeux au-delà de la région qui sont très importants. Le premier enjeu, c'est que nous allons profiter de ces élections régionales pour expliquer aux électeurs l'impact nocif de l'Union européenne sur la situation des régions, des départements et des communes. En particulier, nous expliquerons, si nous participons à des débats, que le chômage est dû à l'euro et à la politique budgétaire récessive imposée par la Commission européenne. Parce que j'imagine tout de suite les débats de l'ERPES, où ils nous diront oui, on va relancer l'emploi, j'ai un grand projet régional. On dira attendez, tout ça, nous aussi, on sait faire, on peut aussi enfumer les Français en leur disant qu'on va mettre le paquet sur l'artisanat. Et de fait, il y a sans doute quelques gisements d'emploi à trouver, mais c'est pas la solution au problème d'emploi. C'est pas au niveau de la région que ça se passe, c'est au niveau national. Et actuellement, vous avez vu qu'on a battu encore des records de chômage. On en est maintenant non pas à 3 500 000, mais selon les catégories de l'INSEE A, B, C, D et E, on est à 6 500 000 chômeurs. Et encore, c'est des statistiques officielles. Selon certains, il y a 7 à 8 millions de Français qui actuellement seraient soit totalement au chômage, soit avec des petits boulots qui assurent à peine leur survie. C'est énorme. D'ailleurs, il suffit de regarder autour de soi. Moi, je suis sidéré de voir le nombre de gens que je rencontre, des jeunes notamment, qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de boulot, ou des tout petits trucs. Donc ça, on expliquera ça, on en profitera en disant que ça suffit comme ça. Nous expliquerons également que les délocalisations... Moi, j'attends qu'il y ait un candidat qui dise que la région va s'opposer aux délocalisations.
Je l'attends avec mon tromblon. Je pense que Alain et toutes les têtes de liste départementales aussi nous expliqueront que c'est dû à l'article 63 du TFUE. Nous expliquerons également que c'est à cause de l'Union européenne qui a l'ouverture à la concurrence des TER et la privatisation en 2019 que nous refuserons. Nous expliquerons également le coût direct de la prétendue construction européenne. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, 9 milliards d'euros que nous lâchons, je l'ai encore dit aux journalistes, parce que c'est l'un des secrets les mieux gardés de France. 9 milliards d'euros que nous versons chaque année en plus à l'Union européenne par rapport à ce qu'elle nous rend. Et nous comparerons ça à la baisse des dotations aux communes. 3,5 milliards d'euros qui sont retirés aux communes de France. Cette année, vous avez vu que les maires de France se sont mobilisés en disant mais c'est de la faute de l'État et du gouvernement. Donc on dit c'est pas de la faute du gouvernement et de l'État, c'est de la faute tout simplement des instructions venues de Bruxelles. Et nous avons tous les moyens possibles de continuer à verser aux agriculteurs leurs subventions, aux chercheurs leurs subventions, aux offices du tourisme leurs subventions, aux fabricants comment dirais-je, de sens giratoires et de comment on appelle ça, des ronds-points, etc., leurs subventions. Et en plus, on aura 9 milliards d'euros, ce qui nous permettra de ne pas baisser les dotations aux communes et d'entamer un programme de construction de logements sociaux. Le deuxième point, le deuxième objectif, c'est que nous expliquerons que la loi NOTRe, vous savez ce que c'est la loi NOTRe, d'ailleurs, c'est pas la nôtre, c'est la vôtre. La loi, c'est pas du tout la nôtre, on vous dit nôtre, mais c'est un truc qui nous a été imposé. Ça voulait dire, ça veut dire nouvelle organisation du territoire des régions, je ne sais plus comment, territoire, bon bref. Et la réforme régionale ont été faites dans le dos des Français, et nous allons expliquer, et nous allons être les seuls, comme pour le point numéro 1, nous allons être les seuls à expliquer que tout ceci vise à une politique insidieuse de démantèlement des nations d'Europe et de la République française voulue par les euro-atlantistes sous l'intitulé d'Euro-région. Nous dirons que ce qui nous menace, c'est la Catalogne, c'est l'Écosse, c'est la Flandre, c'est le démantèlement des États-nations. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi est-ce qu'il faudrait fusionner les communes alors que les Français ne le veulent pas ? Pourquoi faudrait-il supprimer les départements alors que les Français y sont très attachés ? Et pourquoi faut-il augmenter la taille des régions alors que les Français ne comprennent pas pourquoi ça va coûter plus cher, ils y sont hostiles ? D'ailleurs, nous serons en faveur du retour aux régions, aux 22 régions d'avant. Mais nous expliquerons que ce qui se cache derrière, c'est également la politique qui consiste à dire, une fois que vous aurez ces grandes régions vont traiter directement avec Bruxelles. C'est ça l'objectif. Et si on a des grandes régions à qui on donne de plus en plus de pouvoir et on leur dit traiter directement avec Bruxelles, mais à un moment on va dire bye bye la République française. Donc ce qui est c'est la chose peut-être la plus grave qui soit. La chose la plus grave qui soit, c'est que nous avons affaire à des forces qui ont pour objectif de détruire les États-nations d'Europe. Et pourquoi donc ? Tout simplement, vous croyez que Bill Clinton, quand Bill Clinton est allé recevoir, je le montrais l'autre soir à Grenoble, quand Bill Clinton a reçu en juin 2000 le prix Charlemagne et qu'il est allé vanter le charme des traditions catalanes, bon, vous croyez que ce natif de l'Arkansas qui a pour goût plutôt les stagiaires féminines de la Maison-Blanche que la culture catalane ou de Transylvanie, il s'en fiche pas mal. L'objectif, c'est quoi ? Il y a 14 ans, il y a 15 ans, en 2000, M. Clinton a dit « Nous nous réjouissons de voir se renaître la Catalogne, l'Espagne. » C'est un programme, c'est le programme de ce qui maintenant est sur la voie de l'indépendance. Indépendance bidon dans le cadre de l'Union européenne. Je rappelle que l'Écosse, Salmond qui a fait le référendum, 45% pour l'indépendance en Écosse l'année dernière. M. Salmond avait dit référendum indépendance de l'Écosse dans le cadre de l'Europe. Et la première décision qu'il prendrait, c'est installer une grande base de l'OTAN en Écosse. Vous avez vu ça ? Donc l'objectif, c'est pas de favoriser la culture catalane ou bien vous savez la charte des droits fondamentaux. Il s'agirait de développer la langue savoisienne ou bien comment dirais-je le morvandio ou le poitou saintongeontais. Ces langues font partie de la liste officielle des 25 langues recensées qui seraient poussées ensuite par la République promue par la République si on ratifie la charte des langues régionales voulue à l'origine par des organismes nazis, c'est l'origine, elle est là de ces trucs-là. Eh bien, c'est pas pour favoriser ça qu'ils le veulent, c'est tout simplement pour démantibuler la République française et tous les États qui s'opposeraient à l'impérium américain. Voilà.
C'est aussi simple que ça. Mais nous allons être les seuls à poser les vraies questions au vrai niveau. Hein. Et ça va déménager. Le troisième objectif visé, c'est d'expliquer au public les idées clés de l'UPR. On va profiter de cette période d'exposition médiatique. Espérons. En tout cas, ça pourra difficilement être moins que maintenant. Donc on peut espérer que ça va être un petit peu. Et puis quand même, les gens vont s'intéresser. Et puis je rappelle quand même que si tout le monde verse son obol et que nous arrivons à rassembler les 700 000 euros, nous aurons la faculté d'envoyer pour la première fois une profession de foi à 45 millions d'électeurs. On l'avait fait pour les Européennes, on n'avait pas eu assez d'argent, on avait envoyé des professions de foi qu'à la moitié des électeurs. Dans les départements où nous avions pu envoyer une profession de foi, nous avions obtenu 50% statistiquement de vote en plus par rapport aux départements où on n'avait pas envoyé de profession de foi. Donc c'est très important pour nous. On ne pourra pas s'offrir le bulletin de vote dans l'envoi avec la profession de foi. Donc je vous signale tout de suite, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, j'ai reçu les professions de foi, il y avait votre profession de foi, mais il y avait les bulletins de vote des autres listes, c'est pas la vôtre. » C'est normal, parce que pour avoir le bulletin de vote en même temps, il faudrait qu'on multiplie par 2 les impressions de bulletins de vote. On est obligé de tirer 45 millions de bulletins de vote pour qu'ils soient dans les bureaux de vote, et pour qu'ils soient aussi dans l'envoi avec la mairie, enfin avec la préfecture, il faudrait avoir 90 millions de bulletins de vote. Donc il faut rajouter 200 000 euros. Alors s'il y a des généreux donateurs dans la salle qui vont nous donner 200 000 euros, ils sont les bienvenus. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit. C'est le maximum, c'est 7 500 euros. Bon, 7 500, c'est bien. On expliquera au public les idées clés de l'UPR. Seule la triple sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN pourra redonner aux Français la maîtrise de leur destin et commencer à résoudre les problèmes de la France. J'insiste sur un point. Ne vous laissez pas intimider par les gens qui vous disent « Comment ça ? Vous êtes contre l'Union européenne, qu'est-ce que vous faites aux élections régionales ?» C'est pas votre truc. Il y en a qui le disent. Alors moi, je rappelle, on nous avait dit, même il y a des gens, des bonnes âmes, qui nous avaient dit, il ne faut pas vous présenter aux européennes, vous êtes contre les européennes, vous êtes contre l'Europe. Bon, donc à suivre ces braves gens, on ne se serait pas présenté aux européennes. Et puis, comme notre sujet, c'est l'Europe, on ne se serait pas présenté aux régionales, on ne peut pas se présenter au départemental, on ne se présente pas non plus au municipal. Alors quoi ? On se présente quand ? On se présente à l'élection présidentielle, on arrive comme ça, comme une fleur, personne ne nous a jamais vus. On dit, vous votez pour moi ? Non, c'est pas comme ça que les choses se passent en politique. Un parti politique, je vais vous faire une révélation, un parti politique qui s'est fait pour se présenter aux élections. Incroyable. Sinon, ça s'appelle un think tank, ça s'appelle un club de réflexion, ça s'appelle un truc où on s'occupe des mouches. Bon. Alors nous, ce que nous allons... Et les gens qui nous diront « mais c'est pas votre sujet », on va dire « mais c'est notre sujet ». Les élections régionales, le pouvoir de plus en plus donné aux régions, le projet des euro-régions, c'est en plein dans notre sujet, c'est le projet européen. D'ailleurs, je signale que le grand public se fiche éperdument, on ne connaît rien en fait aux attributions. Est-ce que vous imaginez que le Front National pourrait faire une campagne où il ne mettrait pas le mot immigration dans ses professions de foi ? Il va encore nous sortir un truc contre l'immigration massive, etc. Mais les régions n'ont absolument aucun pouvoir en matière d'immigration. Ça n'empêche pas le Front National de être un truc, on va lutter contre l'immigration. Mais il n'y a aucun pouvoir pour les régions. Rien, zéro, nada, ni, nente, nada. Meilleur, on dit en chinois. Donc, et c'est pareil, les socialistes, ils vont nous mettre un petit truc pour faire socialiste. Les républicains vont nous mettre un petit truc pour faire je sais pas quoi. Monsieur Dupont-Aignan va faire je sais pas quoi non plus. Alors, tout le monde s'en fout. Donc nous serons fondés à parler aussi des sujets nationaux. Et on va en profiter pour expliquer que seule la triple sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN peut redonner aux Français. J'insiste ici aussi auprès de gens qui disent « Ah, mais quand même, voilà, il y a des gens, ça leur fait peur de sortir de l'Union européenne, de l'euro, etc. Il faudrait peut-être y aller. » Bon. Mais si jamais personne ne dit aux Français quelle est la gravité de la situation et qu'il y a la seule planche de salut, c'est de sortir de l'Union européenne et de l'euro, on n'en sortira jamais. Et la France sera morte et enterrée, qu'on dira encore, il faut pas. Vous savez, De Gaulle, le 18 juin 40, il n'avait pas tourné autour du pot, hein.
il y a des moments à partir duquel il ne faut plus tourner autour du pot. Donc nous, on ne tourne pas autour du pot, on dit les choses telles qu'elles sont, et d'ailleurs, c'est pour ça que nous augmentons à chacune des élections. Le quatrième point, c'est que nous en profiterons également pour faire connaître largement au public le programme de gouvernement de l'UPR, dont d'ailleurs, je vous l'ai montré, le programme régional n'est qu'une déclinaison, qui est inspiré du programme du Conseil national de la Résistance. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis de la Libération. C'est une coquille, mais c'est une jolie coquille d'ailleurs. Conseil national de la Résistance qui est disponible sur notre site. Et puis le cinquième point, c'est qu'il s'agit de préparer l'élection présidentielle et les élections législatives de 2017. Parce que ça, c'est un point tout à fait fondamental pour lequel nous sommes présents. À ce propos, je voudrais dire que les perspectives pour 2017, c'est quoi ? C'est que nous sommes en train de réaliser un tour de force collectif que personne n'avait vu venir. Parce que moi, avec mon air con et ma vue basse, j'ai quand même une stratégie, même si certains disent « mais non, il sait pas ». Moi, je reçois de temps en temps, j'ai vu arriver du fin fond de la Lozère un jour quelqu'un de gentil, mais bon, un monsieur comme ça, qui me dit « Monsieur, vous ne savez pas vous y prendre pour créer un parti politique ». Le mec, il est seul, ou du côté demande. Bon, il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de saut localisé. Mais enfin, que les gens en fassent autant que moi déjà, et puis on verra. Hein. Donc, nous avons une vraie stratégie. La stratégie a consisté à avoir une charte fondatrice qui règle d'emblée tous les problèmes d'interprétation. Les gens sont pour ou sont contre. Mais nous, on n'est pas là à faire des petites phrases. Je ne suis pas là à courir en jogging. Je ne suis pas là à faire comme monsieur, je ne sais pas quoi, à dire oui à tout le monde. Et voilà. Nous ne sommes pas les princes de l'ambiguïté. Il y a un temps pour tout. Hein. Lorsque la situation est absolument gravissime, il ne faut plus verser dans l'ambiguïté. Il faut appeler un chat un chat. Voilà. Donc, dans un premier temps, on a eu la charte. Dans un deuxième temps, nous avons eu le programme. Nous avons les conférences qui donnent le maximum d'informations à toute la population française. Et puis, on s'est présenté aux élections. Nous nous sommes présentés aux élections européennes. Ça nous a fait connaître. Et puis, on s'est présenté en 2014. On s'est présenté en 2015, je vous l'ai dit tout à l'heure, à 15 élections. Et on termine l'année 2015 en se présentant donc dans 12 provinces, dans 12 régions de France métropolitaine, sauf la Corse, donc on est dans 12 provinces sur les 13, plus à l'île de la Réunion. Nous mettons en ligne, si j'ose dire, nous présentons 1969 candidats et candidates présentés aux élections régionales de décembre 2015. Il y a une poignée de partis politiques qui sont capables d'en faire autant. Alors Allez regarder si le PCF est capable d'en faire autant. Allez regarder si le Front de gauche est capable d'en faire autant. Allez regarder si EELV est capable d'en faire autant. Ou bien l'UDI actuellement. Enfin, vous avez c'est une espèce d'histoire à la Fédo ou à la Courteline. Selon les régions, vous avez l'UDI qui est allié avec le MoDem contre le LR. Dans une autre région, c'est LR qui est allié avec l'UDI contre le MoDem. Dans une troisième région, ils sont tous les trois alliés. Dans une quatrième région, ils y vont tous les trois séparément. Enfin, on n'y comprend plus rien. C'est à peu près pareil avec le Front de gauche. Monsieur le DLR de Bout-la-France, on ne sait pas s'il va avoir... Finalement, il a annoncé toutes ces listes, mais d'après les informations qui nous remontent, dans 4 régions, on voit certains de nos adhérents sont débauchés pour aller sur des listes de M. Dupont-Aignan. Ils se font d'ailleurs recevoir. Nous avons 1969 candidates et candidats. J'insiste sur ce tour de force que la scène politique française n'avait pas vu venir. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'en 2017, il y a des élections législatives avec 577 circonscriptions, plus il faut un candidat et un suppléant, ça veut dire qu'il faudra 1154 candidats. Si nous sommes capables de présenter 1969 candidats en décembre 2015, il est quand même assez probable qu'on pourra présenter 1154 candidats en juin 2017. Pas tout à fait sûr, parce qu'il faut des candidats dans toutes les circonscriptions, mais je signale que pour les élections à la députation, on peut se présenter, c'est un député de la nation, donc n'importe qui peut se présenter n'importe où. Un natif, par exemple, du Puy-en-Velay peut se présenter en Polynésie française, mais le maire ne paye pas le billet d'avion. Et réciproquement. Bon. En attendant, ça veut donc dire que nous nous donnons les moyens de préparer, de présenter, peut-être pas dans les 577 circonscriptions, mais dans un grand nombre de circonscriptions législatives, nous nous donnons les moyens de présenter des candidats et des candidates, candidats titulaires et candidats suppléants aux élections législatives. Et pourquoi est-ce que c'est si important ?
Parce que je vous signale que, imaginons que nous nous présentions non pas dans 577 circonscriptions, mais mettons dans 412 circonscriptions. On a le droit, on n'est pas obligé de se présenter dans toutes, bon, et qu'on n'ait pas trouvé ailleurs. Et si sur ces 412 circonscriptions, il y a 55 candidats qui dépassent 1% des suffrages, à ce moment-là, c'est le nirvana. Enfin, peut-être pas, il y a quelqu'un qui rigole de bon cœur. Et à ce moment-là, pourquoi ? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous aurons accès au financement public. L'État versera à l'UPR chaque début d'année pendant 5 ans, l'équivalent d'à peu près 1,40 € par voix obtenue, non pas par les 52 qui auraient dépassé les 5%, mais par tous les candidats sur les 412 circonscriptions. C'est-à-dire que si nous arrivons à faire, mettons, 500 000 voix aux législatives de 2017, ben vous multipliez ça par 1,4, ça nous fait quelque chose comme 800 000 € qui, chaque année, au 1er janvier, nous tomberaient dans l'escarcelle. C'est-à-dire que l'UPR change complètement de physionomie. Et oui, 850 000 € en 5 ans, ça fait 4 millions ou 5 millions d'euros. Donc je pars avec et je vous dis zut. Il n'y a qu'à l'UPR qu'on peut plaisanter avec ça. Parce que dans les autres partis, ils se diraient ben, c'est peut-être vrai. Parce qu'à partir du moment où on aura 850 000, 800 000 ou 1 million, je ne sais pas, d'argent, eh bien, ça nous permet d'avoir effectivement des salariés, ça nous permet d'avoir un matériel militant, ça nous permet peut-être aussi d'acheter des sondages. Puis paraît-il que les sondages s'achètent. Peut-être même qu'il y a des journalistes qui peuvent s'acheter aussi, je ne sais pas moi. Donc ça nous fera changer complètement de dimension. Alors évidemment, il y a un petit truc entre les deux. C'est qu'entre décembre 2015 et juin 2017, il y a un petit truc qui s'appelle l'élection présidentielle. Et l'élection présidentielle, c'est en avril-mai. Et il faut avoir 500 parrainages. Et pour avoir 500 parrainages dans minimum 30 départements, eh ben, il faut quand même être un peu connu. Donc la participation aux élections régionales, non seulement nous constitue un vivier de candidats putatifs, pas potentiels, soyons pas grossiers, de candidats potentiels pour être aux législatives, mais aussi nous fait connaître des maires. Parce que des maires vont donner... Par exemple, dans l'Aveyron, j'en parlais tout à l'heure, mine de rien, dans la 3e circonscription de l'Aveyron, nous avons eu 27 communes de l'Aveyron où on a dépassé 3% des suffrages. Il y en a même eu où on a dépassé 9% des suffrages. Ben, ça fait 27 maires. Un maire dans un petit village de 150 habitants, il regarde les résultats, il dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?» Puis il va voir son collègue. « T'as vu ça ? C'est quoi ce truc UPR ? Ils ont eu 3%, 4%. » Ils vont se documenter. Donc c'est un moyen pour nous de nous incruster sur la scène politique française et de nous faire mieux connaître. Donc il nous faut 500 parrainages à trouver pour l'élection présidentielle. Il nous faut aussi un candidat pour l'élection présidentielle. Qu'est-ce que nous manque-t-il pour ça ? Ce qui nous manque, une stratégie ? Non. Il ne nous manque pas de stratégie. Il y a des experts en stratégie, par exemple, qui ont des leçons à nous donner. Il y en a même un qui a quitté l'UPR et qui se retrouve seul. Voilà. Bon, ce genre de stratège. Donc une stratégie, non, nous l'avons et elle se révèle extrêmement efficace. Des analyses, non, nous les avons. Elles sont inchangées depuis 8 ans et elles se révèlent chaque semaine plus pertinentes. Je me permets d'insister sur le fait que c'est un très très grand atout que nous ayons toujours les mêmes discours depuis 8 ans et demi. C'est comme le bon vin, c'est-à-dire plus ça vient. Parce qu'il y a quelqu'un on a eu une petite attaque face des gens, toujours des gens qui cherchent la petite bête. Donc il y a des gens qui ont découvert que dans notre charte, il n'est pas question de l'article 50. Alors, il y a des gens qui disent c'est la preuve qu'en fait, il ne veut pas sortir de l'Union européenne. Voilà. Donc j'ai été obligé d'expliquer qu'il n'y avait pas l'article 50 dans la charte, parce que quand j'ai écrit la charte, il n'y avait pas l'article 50. L'article 50 a été fait par le traité de Lisbonne de 2008, alors que j'ai écrit l'UPR en mars 2007, un an avant. Alors évidemment... caramba, il y a encore raison. Il y a des gens qui disent « Oui, mais vous pourriez la modifier. » Bien sûr, c'est vrai, on pourrait la modifier. On pourrait faire un adjournament. On pourrait aussi modifier... on parle d'un montant du SMIC qui devient obsolescent, c'est vrai. Mais si on commence à modifier la charte, il y a une chose qu'on ne pourra plus dire, c'est qu'on ne pourra plus dire qu'on n'a pas changé. Donc nous préférons garder la charte telle qu'elle est,
Parce que dire que ce texte n'a pas été changé d'une virgule depuis 8 ans et demi donne une extraordinaire force à ça. Hein. Voilà. C'est comme si on commençait à changer les évangiles ou le Coran. Bon, bah, il y a un problème. Là, ça devient quelque chose qui devient très aléatoire. D'ailleurs, je signale à ceux qui auraient le moindre doute que la charte n'est jamais qu'une charte fondatrice interne, mais les statuts que j'ai déposés à la préfecture de police de Paris, l'Union populaire républicaine a pour objectif de sortir de l'Union européenne. Donc si les gens veulent faire du juridisme, qu'ils aillent voir les statuts qui ont été déposés à la préfecture de police de Paris. Donc les analyses, on les a, et en plus de ça, elles se révèlent chaque semaine plus pertinentes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de plus en plus de monde dans les salles où je m'adresse. Je verse une larme, et j'espère que vous en versez aussi une avec moi quand vous pensez que... Il fut un temps où j'ai fait une conférence à Menton de 4 heures devant 2 personnes. Un programme, non, nous l'avons depuis 4 ans et lui aussi se révèle comme le meilleur programme de tous les partis politiques. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on n'a pas changé une virgule. Je disais aux journalistes qui s'étaient esclaffés tout à l'heure, je dis, vous savez, tous les jours, il y a des dizaines de personnes qui vont sur Internet pour regarder le programme de 2011. Je dis, je ne crois pas qu'il y ait énormément de gens qui se bousculent pour aller consulter le programme de Sarkozy ou de Hollande en 2012. Hein. Est-ce que des alliances, il nous en manque ? Des alliances, nous, on a toujours dit qu'on était favorable aux alliances, mais avec qui ? De Gaulle ne s'est pas allié à Marcel Déat. Avec qui voulez-vous qu'on fasse des alliances ? Nous avons dit que nous sommes en faveur d'alliances avec un parti politique qui a mis une fois pour toutes comme objectif central la sortie de l'Union européenne par l'article 50. Ah, déjà, ça s'arrête là. Il n'y en a aucun autre. C'est quand même fou. Deuxièmement, la sortie de l'euro par l'article 50. Troisièmement, la sortie de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Il n'y a plus personne. Quatrièmement, un programme de justice sociale immédiate. Cinquièmement, un positionnement au-dessus du clivage droite-gauche pour rassembler les Français. Et sixième condition à une alliance, que nous ayons la droiture de ne pas changer constamment de programme. C'est-à-dire que tout ce qui a été les 5 points précédents soit ferme et définitif. Qu'il n'y ait pas la stratégie du lieutenant, celui qui dit bleu, celui qui dit rouge, celui qui dit jaune, celui qui dit vert, etc. Hein, je vous renvoie à la conférence que j'ai faite hier à Annecy, qui s'appelle « Les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français ?» D'ailleurs, je signale que nous allons bientôt sortir une nouvelle vidéo qui s'appelle « Les 19 positions du Front National sur l'Union européenne ». Tout sauf la sortie. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a plus personne. Voilà. D'ailleurs, moi, j'aimerais qu'on m'explique ce que les autres nous reprochent. Voilà. Je vais vous faire une confidence, d'ailleurs. J'aimerais savoir pourquoi Mme Garot, quand elle passe à la télévision, où elle s'inspire assez largement de ce qu'elle a vu dans les conférences, plus de son expérience personnelle, quand le journaliste lui demande « Il n'y a pas un parti politique qui propose de récupérer la souveraineté ?» Elle dit « Non, je ne vois pas. » Madame Garot, je l'ai invitée au congrès fondateur. Elle avait dit qu'elle ne viendrait pas parce que je n'arriverais à rien. Et ça fait 3 fois aux 3 universités successives qu'on l'invite et qu'elle nous dit non après 1 heure de conversation. Elle ne voit pas, Madame Garot. Bon. Avec qui ? Eh bien, il vaut mieux être seul que mal accompagné. De toute façon, nous ne sommes pas seuls parce que l'UPR, c'est déjà une alliance. Nous sommes une alliance. Il y a plein de gens ici, dans cette salle, réunis, qui pensent des choses totalement différentes sur des tas de sujets. Hein. Que ce soit, j'en ai parlé tout à l'heure, sur l'euthanasie, que ce soit sur l'électricité nucléaire, le gaz de schiste, les médecines douces, comment dirais-je, le mariage pour tous, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur la taxation des profits, que ce soit sur le droit des héritages, que ce soit sur le droit de la famille. Il y a des gens qui sont sur des sujets qui sont très opposés là-dessus. Mais on a tous un truc formidable, c'est que, comme le disait, vous savez, le duc de Berry. Duc de Berry, vous savez qui c'est le 2e fils de Charles X. Bon. 1815, 18 juin 1815, Waterloo, Morne-Plaine, c'est la fin du Premier Empire. Bien. Donc Napoléon repart en catastrophe à Paris, ça va être sa chute. Et puis les débris de la Grande Armée sont là, et puis se collent avec les soldats de Louis XVIII. Louis XVIII, pendant la période des 100 jours, était reparti, était allé se réfugier à Gand.
Et puis donc ensuite, les soldats royalistes arrivent. Et puis du côté de Béthune, dans le nord de la France, il y a des heurts et des gens qui commencent à se tirer dessus entre les troupes napoléoniennes, les débris des troupes napoléoniennes, et puis les troupes françaises qui sont favorables à la restauration, hein, à Louis XVIII. Et il y a à Béthune le deuxième fils de Charles X, qui sera assassiné en 1823, comme vous le savez. Charles X, donc le duc de Berry, donc c'est important l'histoire du duc de Berry parce que quand il est mort, sa femme était enceinte et elle a accouché d'un garçon qui s'appelait Henri, le comte de Chambord. Donc c'est toute une histoire, c'est toute l'histoire du 19e siècle. Hein. Un jour, je vais faire une conférence sur l'histoire du 19e siècle. Le duc de Berry, donc, à ce moment-là, arrive, c'est là parce qu'il y a des médailles qui ont été frappées à cette époque. Le duc de Berry s'interpose devant les belligérants et il a cette phrase restée célèbre que Louis XVIII, que la Restauration a magnifiée, mais qui est une belle phrase, et toute simple. Il a dit « Arrêtez de tirer, nous sommes tous Français ». Voilà. Alors, ce qui nous manque, c'est l'accès aux grands médias de masse. Donc je terminerai par ça. Si nous avons lancé une nouvelle saisine du président du CSA, j'ai su que le Conseil du supérieur de l'audiovisuel s'est réuni en séance plénière le 7 octobre, donc mercredi, et qu'ils ont pris des décisions nous concernant et que je vais recevoir une lettre. On attend. Et puis également, j'insiste sur un point très 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 important. Chacun d'entre vous, adhérents ou même pas adhérents, sympathisants de l'UPR, vous devez intervenir auprès des médias vous-même. Et on ne va pas vous donner un mode d'emploi. Parce que si je vous donne une lettre toute prête, cuite, tout le monde va envoyer la même lettre, le journaliste va recevoir 15 lettres, 25 lettres identiques, il va dire « bon ça, c'est nul, ça c'est une campagne qui est lancée, c'est pas bien ». Moi, ce que je vous suggère, je l'ai déjà dit l'autre fois à l'université d'Automne, c'est que chacun tel que vous êtes, avec la personnalité que vous avez, avec la façon dont vous ressentez les choses, il y a parmi vous des gens qui doivent écrire un français admirable, il y en a d'autres qui ont peut-être 2 fautes par phrase. C'est possible. Il y en a peut-être qui ne maîtrisent pas très bien la langue de Molière, d'autres qui en sont experts. Il y a peut-être des gens qui sont, je ne sais pas, qui ont une expérience dans l'agriculture, d'autres dans l'industrie, d'autres dans les services. Il y en a peut-être qui sont étudiants en droit, et puis d'autres qui sont retraités de l'enseignement public. Je n'en sais rien. Mais chacun tel que vous êtes, prenez votre plume, votre téléphone, votre courriel, écrivez à la télé, à la radio, à la presse écrite, à TF1, à France 2, mais aussi aux petites radios locales. Mais écrivez ici à Lyon, écrivez au Progrès de Lyon, à tous les niveaux, national, régional et local, et dites que vous ne comprenez pas pourquoi ce parti qui a maintenant 2 fois plus d'adhérents que ELV, qui est en croissance exponentielle, y compris dans les résultats électoraux, comment se fait-il qu'il ne soit pas passé, que vous souhaiteriez qu'il passe, que vous êtes un fidèle lecteur de tel journal, d'auditeur de tel truc. Eh bien, cette accumulation fera que progressivement les journalistes vont se poser aussi des questions. C'est comme ça que finalement j'avais été invité chez Ruquier. Ça, c'est pour l'accès aux grands médias de masse. La deuxième chose qui nous manque, c'est l'argent. Et la troisième chose, ce sont les parrainages pour l'élection présidentielle. Alors, s'agissant de l'argent, eh bien, nous avons lancé une collecte que nous avons lancée le 27 juillet. On a dépassé ce matin les 270 000 euros, ce qui est quand même pas mal. C'est même beaucoup. On a plus de 2000 personnes, je crois même 2400 personnes ou 2040 personnes qui ont cotisé. Un don de 5 euros, c'est un don de 5 euros. Hein. Et puis un don de 7 500 euros, c'est un don de 7 500 euros. Quant au parrainage, eh bien, alors je vous signale que nous avons, voilà, alors j'ai retiré ici parce que j'ai pas mis la même, j'ai voulu raccourcir. S'agissant de l'argent et s'agissant des parrainages, j'ai annoncé à l'université que nous allions avoir un système de gratification symbolique. Hein, donc je vous renvoie à ce que j'ai dit, je vais le mettre bientôt en ligne également. Nous avons proposé qu'il y aura une attribution d'une médaille d'argent, médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or aux gens qui nous auront aidés. Donc ceux qui nous auront aidés financièrement, parce qu'ils ont les moyens financiers. Je rappelle au passage que pour les personnes qui payent l'impôt sur le revenu, eh bien, quand ils font un don à l'UPR, ils n'en payent en définitive au bout du compte qu'un tiers, puisque 2 tiers leur sont déduits de leur impôt. Donc si vous nous donnez 1 500 euros, vous faites une avance de 1 500 euros
voilà, vous déboursez 1 500 euros, mais dans un an, au moment de payer votre impôt sur le revenu, si vous en payez un, et s'il est supérieur évidemment à la somme en question, vous pourrez déduire 1 000 euros de votre impôt sur le revenu. Voilà. C'est-à-dire que vous n'aurez payé au bout du compte que 500 euros et que vous aurez le plaisir ineffable d'imaginer que vous allez prélever 1 000 euros dans le budget de l'État pour le donner à l'UPR. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi rester en si bon chemin et pourquoi mégoter? Foncez sur la possibilité qui vous est offerte de nous donner 7 500 euros. Ça veut dire que vous prélevez 5 000 euros sur le budget de l'État pour nous le donner. Alors, là, il y a des gens qui ont les possibilités. En France, il y a de tout. Il y a aussi des gens qui ont de l'argent. On en a quelques-uns à l'UPR. Voilà. D'ailleurs, tous les gens, à tous les niveaux, moi je fais mon devoir aussi en donnant un certain nombre d'euros, un nombre certain même. Mais il y a des gens il y a des gens qui ont plus d'argent que moi aussi. Il y en a quelques-uns qui nous donnent de l'argent. Alors, on a mis au point un système, c'est que pour une reconnaissance aux gens qui nous donnent de l'argent, eh bien, nous avons fait frapper, elles sont en cours de fabrication, des médailles, qui sont des médailles hors commerce. Vous ne pourrez pas les acheter nulle part jamais. Ce sont des médailles qui sont numérotées, ce sont des médailles qui sont attribuées, comme on dit, c'est-à-dire qui seront gravées à votre nom. Et ce sont des médailles donc, qui sont numérotées, je l'ai dit. Il y aura 200 médailles, pas plus, en bronze et 40 médailles, pas plus, en argent massif. Les médailles en bronze seront attribuées à toute personne qui nous aura donné au cours de l'année 2015, éventuellement par morceau, éventuellement 300 euros un jour et puis 1 200 euros plus tard. Toute personne qui nous aura donné 1 800 euros ou plus sera attributaire d'une médaille de bronze. Toute personne qui nous aura donné 7 200 euros ou plus, c'est-à-dire entre 7 000 et 7 500, aura une médaille en argent massif de 280 grammes, 72 mm de diamètre. C'est une grosse médaille, très très jolie, qui représente, c'est sceaux, je l'ai retiré de cette présentation, qui représente à l'avers un pêle-mêle avec des pièces de 1 franc, etc. C'est en relief. Et à l'avers, le logo de l'UPR, avec le nom de l'attributaire. 280 grammes d'argent massif. Bon. Alors ça, c'est pour les gens qui ont de l'argent. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent. Et comme l'UPR ne fonctionne pas sur le processus de sélection par l'argent, nous voulons reconnaître aux gens, parce que quelqu'un qui donne de l'argent, c'est quand même un effort. Même quelqu'un qui a de l'argent, ça nous est arrivé d'ailleurs, nous avons une personne qui nous a donné 7 400 euros. C'est quand même un effort pour cette personne. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent. Et ceux qui n'ont pas d'argent, eux, ils ont de l'huile de coude. Et donc là, les médailles seront attribuées à toute personne qui nous aura apporté. La médaille de bronze sera attribuée à toute personne qui nous aura apporté 3 promesses de parrainage de maire. Et la médaille d'argent massif à toute personne qui nous aura apporté 12 promesses de parrainage de maire. Voilà. De telle sorte qu'on ne peut pas dire que ce sont des médailles qui se sont attribuées que pour l'argent, c'est parce que les gens qui n'ont pas d'argent, ils peuvent avoir, au contraire, se décarcasser. Et puis nous avons une médaille d'or qui est plus petite, qui fait 27 mm de diamètre et qui pèse seulement 28 grammes au lieu de 280 grammes. Sinon, c'est une fortune. Et celle-ci sera attribuée. On ne pourra pas l'avoir en nous donnant de l'argent, mais on ne pourra l'avoir que pour toute personne qui nous aura apporté 30 parrainages de maire. Voilà. Alors, si dans la salle, il y a des gens qui sont intéressés par participer à ces espèces de concours, parce que ces médailles, c'est un très bel objet, et puis dans 50 ans, vous pourrez montrer ça à vos petits-enfants en disant « j'y étais ». Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par participer à ce système des parrainages, ils doivent nous le faire savoir, parce que c'est un truc sur sélection. Nous sélectionnons les personnes pour toute une série de raisons qu'on pourra vous expliquer, et puis on les forme à aller à la recherche des parrainages. Voilà, donc c'est comme ça que l'on va essayer de remédier à cette affaire. C'est un tout petit peu en dehors de la question des élections régionales, mais pas tant que ça. En définitive, notre objectif, c'est avec vous, avec l'UPR, nous allons tous ensemble renverser le cours de l'histoire de France. Merci beaucoup.